Alors, étant donné qu'on est dans la période du Homer, qui est entre Pessah et Shavuot, et que c'est une période en même temps de joie, parce qu'on va recevoir la Torah, et en même temps une période de deuil, puisqu'on a perdu les élèves de Rabbi Akiva, et en même temps on lit les Pirkei Avot. Vous avez remarqué, chaque semaine, chaque Shabbat, on a lu déjà le premier Pérek. Alors, il y a une Mishnah là-bas, dans le deuxième Pérek, incroyable, qui dit comme ça. Amar lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est Talmidav. Il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves, Tseu ur'u ezoi derech yeshara sheidavek ba à Adam. Sortez et voyez quel est le chemin droit dans lequel un homme doit coller. Alors déjà, ce langage, il est un peu spécial. Chez Idavek ba à Adam. Normalement, un chemin, on te dit chez Ya'aler Adam, dans lequel un homme doit aller. C'est quoi ce chemin dans lequel un homme doit coller? Ça veut dire quoi coller un chemin par rapport à aller un chemin? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est un chemin? On a expliqué déjà plusieurs fois dans ce cours, pour les gens qui redoublent, que la notion de chemin, en fait, c'est une notion qui n'existe pas. Parce que quand vous avez des maisons, vous avez des rues, vous avez des magasins, vous avez des repères. Mais le chemin, c'est quoi? C'est la manière de se déplacer à l'intérieur de ces repères. Comme une trajectoire, d'accord? Comme dans la Torah. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, il y a des millions d'halachot, il y a des poètes, il y a des choses, et il y a plein de chemins. En accomplissant toutes les halachot, il y a 274 écoles de Chassidut, il y a 2000 écoles séfarades, 2000 écoles ashkénazes. Il y a plusieurs manières de faire, toujours en accomplissant les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une seule Torah, mais il y a beaucoup de chemins à l'intérieur. De la même manière dans la vie de chacun. Tu vois les enfants, tu dis bon ils sont comme ça, mais tu ne peux pas jurer, signer en bas de la feuille que parce qu'ils sont dans cette école-là, si tu fais un plan de carrière, tu dis il fait le primaire ici, le secondaire ici, après il fait sa prépa, il fait ça, bon, et puis après il fait l'Alia, il fait Tchouva, il se retrouve là-bas, l'autre il va vivre à Breslev, l'autre il va... Qui c'est qui peut signer en bas de la feuille? Qu'est-ce qu'elle va être? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité de la vie, elle est posée, mais la trajectoire de la vie, elle n'est pas posée. Ça s'appelle un derer. Maintenant, c'est un peu comme le... C'est un passage aussi de la Torah quand c'est marqué Assam Derachav, celui qui pose ses chemins, c'est-à-dire qui arrive à fabriquer, entre guillemets, de manière anticipatrice, un espèce de chemin dans lequel il va s'inscrire. Bien qu'il y aura des surprises, et on ne sait pas s'il faut développer l'ambition d'aller là où on veut aller, ou alors l'adaptation à ce que la vie va nous proposer. Est-ce qu'il faut mettre en priorité la flexibilité ou est-ce qu'il faut mettre en priorité la détermination? Parce que les deux, on sait que la vie, elle est pleine de surprises, puisque Dieu a un humour qui n'est pas apprécié par tous. D'accord? Mais c'est comme ça. Donc maintenant, un derrière, c'est quoi? C'est une trajectoire. De la même manière, il y a un autre passage aussi qui dit Bechol derachecha daïou. Ouais, dans tous tes chemins, daïou. Daïou, c'est pas du tout une marque de voiture japonaise. Daïou, c'est connais-le. Connais-le. Et c'est quoi? C'est quoi connaître Dieu? En fin de compte, c'est aussi coller avec Hachem. Parce que quand c'est marqué Adam, Yada et Trava, quand c'est marqué que Adam a connu sa femme, là-bas on parle de quoi? On parle que Adam a été avec sa femme, physiquement. Alors pourquoi on a employé ce langage de Yedia? Ouais. Il y a aussi un langage comme ça, même chez les non-juifs. Quand on dit bon, il n'a pas connu sa femme, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu encore de relation. Ouais. Donc quel rapport entre la relation charnelle et la connaissance? Alors le Maharal, il donne une explication incroyable. Il dit que tant que quelqu'un ne vit pas ce qu'il sait, en fait il ne le sait pas. Tant que quelqu'un ne vit pas ce qu'il pense, en fait il ne le pense pas. Ça veut dire que c'est quoi vivre? C'est quoi penser? Penser, c'est faire corps. C'est faire corps avec ce que tu penses. C'est vivre avec ce que tu penses. D'ailleurs, même pire encore, tant que tu n'as pas eu l'expérience de ce que tu penses, en fin de compte, tu n'as toujours pas compris ce que tu penses. Et tu ne sais pas ce que tu penses. La preuve, c'est que quand les gens, après, ils vivent une expérience, ils disent « Ah, maintenant, je sais. Ah là, j'ai compris. J'ai compris. Je disais des mots, je croyais que je vivais quelque chose, mais en fin de compte, c'est quand je l'ai perdu, ou quand on m'a mis à l'épreuve, ou quand j'ai souffert, que là, j'ai compris. » Alors, je comprends pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant des années, tu ne comprenais pas ce que tu pensais. Et à chaque fois quand tu disais, mais je sais, mais arrêtez de me saouler, mais je sais très bien, mais écoute, ouais, t'inquiète. Vous savez cette expression? Ouais, t'inquiète. Ou alors, j'ai pas les nerfs. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau. Mais le problème, c'est quoi? C'est que justement, tu t'inquiètes parce que tu vois que le gars n'utilise pas son cerveau. Et tu sais que le réveil va être violent, puisque le sommeil est profond. Donc des fois, tu pries Hachem qui ne se réveille jamais. Tu dis pourvu qu'il meure dans son sommeil, parce que le jour où il va se réveiller, il va dire, mais j'étais vraiment un copropriétaire. Ouais.
Mais j'ai rien compris, mais j'ai rien vu venir, mais comment j'ai pu dormir, mais comment on s'est moqué de moi, mais comment je me suis moqué de moi. C'est quoi cette logique? Ça s'appelle que tu dois Bechol derachecha, dans tous tes chemins, ça veut dire dans toutes tes trajectoires de vie, daéou, ça veut dire quoi? Connais-le. Et savoir, c'est faire un, donc fais un avec Hachem dans toutes tes trajectoires de vie. Mais si tu dis, non, tu sais, bon, bah, il y a la vie et puis il y a la religion, faut pas tout mélanger, tu sais, on va pas se prendre la tête, on n'est pas des chassidim, on n'est pas non plus des païens, chas shalom, mais on n'est pas non plus, on n'est pas des grands religieux. Un jour, je parlais avec une jeune fille, elle m'a dit, bon, c'est vrai, bon, je suis enceinte, et effectivement, je ne sais pas exactement qui est le père, mais bon, vous savez, on n'est pas dans un milieu religieux, bon, j'ai pas compris, je dis, mais même des goyotes, elles peuvent avoir une dignité de dire, mon corps, je suis pas des rails de train que tout le monde passe dessus, je veux dire, faut quand même avoir un minimum, même si c'est pas religieux, mais quand même, ça a des choses que tu peux pas faire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut, le gars? Ben, il a besoin. Alors, donne-lui. Attends, c'est l'armée du salut, toi. Ouais. Non, tu peux pas. Mais la personne, elle me disait, bon, vous savez, Rav, j'ai grandi dans un milieu laïque. Mais même laïque, il n'y a pas de dignité dans le milieu laïque, il n'y a pas de respect de soi dans le milieu laïque, il n'y a pas de valorisation personnelle, il n'y a rien. Genre, c'est une serpillière, pas ami. Tiens, tu veux? Non, non, c'est bon. Personne ne se mouche avec le même mouchoir. Et comment toi, tu peux penser que tu es un mouchoir? Et en plus que tu as un mouchoir, chat pa'ami, en hébreu, ça veut dire une seule fois. En français, on dit jetable. Tu es jetable. Comment tu te sens? Je suis jetable. Mais je suis pas jetable. Tu me prends, tu me gardes jusqu'à ta mort. Donc si tu dis que la da'at, c'est savoir, et savoir, c'est faire un, et que tu dis bechol derachecha daehu, dans tous tes chemins, c'est-à-dire dans toutes tes trajectoires de vie, connais-le, ça veut dire fais un avec Hachem, d'accord? Ça veut dire que je dois garder à l'esprit, je dois maintenir Hachem dans ma vie à chaque situation. Voilà, ce qu'on appelle en français une conscience exacerbée de sa présence, perpétuelle. Et si quelqu'un dit non, mais on n'est pas forcément à ce niveau, bon, alors au moins essayer d'être mature. Et c'est quoi la maturité? Eh bien, c'est une perpétuité de conscience. Tu te dis non, de temps en temps, j'aime bien délirer un peu, ou le contraire, je délire tout le temps, et de temps en temps, bon, écoute, là, c'est sérieux, on va s'asseoir. Bon, il s'agit quand même de 713 000 euros. Là, il devient sérieux. Là. Mais toute la vie, c'est sérieux. Tu parles, c'est sérieux. Tu marches, c'est sérieux. Tu traverses la rue. Un truc idiot. Un truc idiot. Mais il est mort. Oui, mais... Oui, je sais. Il a traversé, mais on lui a dit, regarde des deux côtés. Lui, il regarde que d'un côté. Un truc qu'il a été tué depuis qu'il est petit. On voit sur son visage qu'il a compris. Bah, c'est idiot. Hein. C'est comme un dérèglement gastrique, ce qu'on appelle une mort bide. C'est dommage. Eh ben, si quand tu traverses la rue, tu regardes ce qui se passe parce que tu es conscient, quand tu parles avec tes enfants, tu es conscient, quand tu signes le contrat, tu es conscient, quand tu rentres voir le client, tu es conscient, quand tu regardes ce que tu regardes, tu es conscient, quand tu parles avec quelqu'un d'autre du sexe opposé et que tu es marié, tu es aussi conscient, ou non? Non, tu es dans le coma. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu es un zombie. Mais où tu vas? Tu es bien là? T'as fumé? Je vous le mime un peu. Mais des gens, ils sont comme ça. Parce qu'après, quand ils te racontent l'histoire après, tu dis, mais t'étais dans le coma, t'étais drogué, t'as fait une crise de Mongolie sur une certaine période, t'étais pas là, t'étais où? C'est ce qui est marqué. Ça veut dire qu'en fait, un homme, s'il ne veut pas être religieux, il est obligé d'être mature. Maintenant, le jour où tu verras que qu'en fin de compte, le niveau supérieur de maturité, c'est de la religion, c'est bien. C'est bien. D'accord? Par contre, quelqu'un qui va être religieux, mais qui n'est pas mature, ou qui n'est pas conscient, lui, il porte un masque, il porte un habit. Ouais. C'est comme si tu voles un habit de policier et tu commences à faire le flic. Ouais. Tu portes l'habit du rave, et tu viens avec le frac, avec les deux boutons derrière, et le chapeau, et la grande barbe, mais tu parles pas. Parce que quand les gens ils vont voir que tu as un accent arabe, ils vont comprendre qu'il y a un problème. Surtout si en plein milieu de la dracha, tu dis Alhamdulillah, oh. Et il va dire le rave, il est arabe, Gvodo arabe. Non, Gvodo arabe.
Godo arabe. C'est pas évident, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est un subterfuge. Maintenant, le problème, c'est que moi, je vous le dis en rigolant et tout, mais il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'ils sont en train de se moquer d'eux-mêmes. Ils se rendent pas compte qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Donc, il y a deux problèmes. C'est qu'il faut avoir un derer, et en plus de ça, il faut être sam derer. Ça veut dire qu'il faut avoir un chemin, mais en plus, il faut coller à ce chemin. C'est-à-dire que ta conscience, elle doit être sur le chemin. Et la conscience de ta conscience aussi. C'est quoi la conscience de la conscience? C'est ça. Ça vous dit quelque chose ou... Pourquoi on met ça sur la tête? Pourquoi faire? Pour les coups de soleil? Pas du tout. Pour la beauté, c'est très rare. Pour draguer, c'est pas évident. Donc, en fait, on met ça pour avoir une conscience au-dessus de sa conscience. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une conscience. Tu as des pédophiles qui ont tout à fait conscience. Même de la gravité. Ils vont faire des cours, ils sont profs de pédagogie à la faculté de Vichy, et ils vont t'expliquer la gravité du traumatisme chez un enfant qui subit un attouchement de tel âge à tel âge. Et le soir, il est sur des sites bizarres et il téléphone à des enfants de 8 ans. Alors, c'est tonton Boubou? Tu dis, mais enfin, c'est toi qui fais ça. Voilà, la police t'a attrapé, mais tu es un malade mental. Ah, excusez-moi. Donc tu vois que la conscience ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas. Il faut que tu aies une conscience qui ne soit pas humaine au-dessus de ta conscience, c'est ça. Tu dis, je voudrais, elle est là la fille, elle te dit, on y va. Tu dis, je voudrais bien. Franchement, vous avez des qualités morales extraordinaires. Mais ma conscience religieuse me l'interdit. Parce que la conscience intellectuelle ou la conscience maritale, de dire, je suis marié, écoutez, je ne peux pas. Tu dis, c'est fragile. Quand la fille, elle est là, elle est toute nue, elle est magnifique, tu es seul dans un hôtel à 10 000 km de ta femme, ta conscience maritale, elle dure à peu près, on va être généreux, 13 secondes. Il y a 10 heures de décalage horaire. Tu es seul dans l'hôtel. Tout le monde croit que tu es que tu es à Vancouver, en fait tu es à Las Vegas. Et l'hôtel est là, elle te dit, viens. Mais combien de temps tu crois que tu vas regarder ton alliance? C'est seulement... Si tu dis Hachem, il est avec moi dans la pièce, Hachem, il sait ce qui se passe, et les conséquences, elles vont arriver, et plus ta femme a la confiance, et plus les conséquences, elles sont graves, et plus ton mari a la confiance, et plus les conséquences sont graves, donc c'est ça qui va te retenir. Mais sinon, tu vas craquer. Donc ça ne suffit pas la conscience. Il faut que tu aies une conscience divine au-dessus de ta conscience. C'est ça qui te protège. C'est comme le GPS. Tu dis, je ne connais pas la route, mais le GPS, il connaît la route. Le Waze, il connaît la route. Ouais. Mais si mais jamais tu serais parti dans cette rue-là de Juvisy, les Galolos pour arriver. Toi, tu dis, mais je prends les grands axes. Mais lui, il sait que c'est bouché. Alors, il t'emmène. Ben, c'est pareil. Toi, tu dis, je suis intelligent, je suis fort, je suis bien, mais je prie quand même. Je prie. Et Hachem, il va t'ouvrir des chemins que tu n'aurais pas imaginés, et finalement, tu arrives à la bonne heure. C'est exactement pareil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un derer, c'est une trajectoire, en fin de compte, que tu dois créer pour te déplacer à l'intérieur d'un chemin, à l'intérieur de la vie. Donc, quand ce qu'il leur a dit, c'est où sortez. Pourquoi sortez? Pas sortez dans la rue. Sortez de vous-même, sortez de vos a priori, sortez de votre petitesse, sortez de vos acquis, sortez même de vos connaissances. Quand j'étais jeune marié, j'avais déjà étudié 4-5 ans, et il y avait mon Rav qui était devant moi. C'est très très dur de parler devant un ordinateur. D'accord? Qui connaît tout. Alors ils m'ont demandé de faire un Dvar Torah, c'était à Deshem Abrachot. Et moi j'ai commencé à parler. Mais j'étais tellement terrifié de sa présence que j'ai dit exactement ce qui était marqué. D'accord? La Gemara elle dit comme ça, le Rashba il pose la question, le Marsha, il y a 2 tiroutsim, et à la fin il a écouté, il n'a rien dit. Il est gentil, il n'a pas sorti une batte de baseball, ni rien. Mais à la fin il m'a dit, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, il ne faut pas être emprisonné par les textes des sages. Je ne sais pas si vous... Ça veut dire que quand tu as bien étudié, je ne parle pas des gens qui ont fait tchouva il y a 2 semaines et qui prennent un Midrash raconte pour devenir conférencier. Ceux-là, s'ils ont une très grave maladie qui s'appelle la mytho, d'accord, qui s'étudie en faculté, qui s'appelle la mythologie, non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, il a bien étudié 10-15 ans, il a avalé 2000 pages de Gemara, il a fait d'Exode, des Netivot, des Ran, il a fait des Raborot, il a pris Sfexfeka, il a fait le Ran, il a fait le... Et après, il commence à donner des cours.
Mais le gars, comme il parle bien et qu'il était vendeur ou qu'il faisait de la formation, alors maintenant il s'est lancé dans le rabbinat, ça ne le dérange pas qu'on l'appelle Rav, alors qu'en fait il est grave. D'accord. Ceux-là, ils sont dangereux. Il y en a, ça existe dans Paris, ça se diffuse assez bien. Ouais. Mais le gars qui a étudié 10 ans, qui fasse cette mitzvah, accessible à n'importe quel niveau de religion, qu'il la ferme. Pourquoi? Parce que quand tu enseignes, premièrement, au-delà de ce que tu dis, tu transmets ce que tu es. D'accord? Donc si tu es fraîchement démoulé du matin, c'est pas sûr que la moitié du gâteau ne reste pas au fond du moule. Premièrement. Et deuxièmement, c'est que quand tu vas finir ton petit cours que tu as bien préparé, l'autre il va venir avec une question qui n'est pas dans le cours. Et là, compétence non vérifiable. Mais comme tu es déjà pris dans le moule du regard de l'autre qui te dit rave, 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 donc quelque part, tu y crois. C'est ce que dit la Gemara dans Brachot Daf'e, elle dit les modes, les shoncha, lomar, lo yodea. Enseigne à ta langue à dire je ne sais pas. Enfin, je sais pas. C'est facile de dire je sais. Mais dire je sais pas, c'est difficile parce que c'est de l'amour propre. Rachid dit là-bas pourquoi? Parce que sinon, tu vas inventer n'importe quoi pour pas paraître ridicule. Et tu vas mentir. Mais des fois, les gens, c'est des cas graves. Moi, ils viennent chez moi des fois, ils me disent Raman Chetrit, on a des très gros problèmes de stérilité. Alors, est-ce que le spermogramme est permis? Est-ce qu'on peut prélever de la semence de mon mari et la retransmettre? Je lui dis attends, on va poser la question. Ah, mais vous êtes rave. Mais le rabbin de Ahbaba, il m'a répondu lequel? Le responsable du club Ashkelon. Je fais non, il n'est pas rabbin, lui. Lui, il est animateur autour de la piscine. Mais comme c'est le Homer, il a gardé la barbe. Non, déjà, c'est-à-dire Amaretz, ignorant, mais confirmé, en 2 mots. C'est-à-dire que le gars, t'en mets 2 comme ça dans une pièce, l'incompétence, elle est tellement forte que tu peux plus respirer, parce que incompétence, ça va, mais 2, d'accord. Mais c'est ça l'idée, c'est que la personne, des fois, elle ne se rend pas compte qu'elle a une mitzvah de se taire. C'est une mitzvah. Moi, je vois des gens, ils me disent Raman Chetrit, je voudrais faire comme vous. Je vais, tu veux vraiment, vraiment enseigner? Ouais, tu veux vraiment donner des cours? Ouais, j'y vais faire 15 ans d'études. Je lui dis non, je voulais faire ça plus vite, parce que comme j'ai vu qu'à Pessar, vous ne payez pas le séjour. Je dis oui, mais je ne leur fais pas du Chumash Rashi, Baba. Il y a des médecins qui sont là. Les gars, ils ont 19 ans d'études, il faut que tu leur éclates la tête. Si tu leur dis Rashi, Omer, Apasuk Omer, Darsheni. Darsheni, Darishon, Darsheni. Tu vois, des gens comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'ils habitent un étage élevé. D'accord? C'est marqué ici. Ça s'appelle Sam Derachav. Ça veut dire que j'essaye, dans la mesure du possible, de vous donner quelque chose de valeur, mais je ne peux pas vous donner quelque chose de valeur si je n'ai pas acquis quelque chose de valeur. Je ne sais pas si vous... Ouais. Là, par exemple, ce cours, pour ceux qui ne vont pas être choqués, c'est marqué 20-04-99. Ce n'est pas forcément la première fois où je l'ai donné. C'est la fois où j'ai marqué la date. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire que là, vous avez en face de vous un dinosaure. Pour les petits jeunes qui n'étaient même pas nés à cette date. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de dire qu'on va prendre 28 ans d'expérience et qu'on va vous donner quelque chose, si Dieu veut, de chargé. Ou non, un truc tout frais, comme ça, à peine déballé au micro-ondes, un truc congelé. Il y a des gens comme ça, ils te prennent une petite Vartora, au micro-ondes, et ils te le présentent. Hop! Ouais, comme dit le professeur Picard, un congelé vaut mieux que 2 tu auras. Alors, pour rester concentré, donc c'est marqué Ezoi derer shishara she'idavek ba'a Adam. Ça veut dire qu'un homme, il doit trouver le derer, le chemin, c'est-à-dire la trajectoire qu'il doit avoir dans la vie. Yeshara, droite, c'est quoi droite? Droite, ça veut dire c'est pas qu'elle est droite, c'est qu'il a les moyens de la maintenir droite. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas affiné l'esprit, celui qui n'a pas la rigueur mentale de l'étude, ouais, il ne va pas avoir un chemin droit. Celui qui n'a pas de structure mentale, celui qui ne fonctionne pas à long terme, celui qui ne sait pas éliminer les pièges, il ne va pas avoir un chemin droit. Donc quand c'est marqué le chemin droit, c'est pas que par hasard tu as pris un chemin droit.
Parce que vous essayez de prendre une feuille et un stylo et de tracer une droite. C'est impossible. Vous prenez une règle. Il faut une règle. Donc celui qui n'a pas des règles dans sa vie, c'est normal que son chemin n'est pas droit. C'est joli ça. Il faudrait que je le note. Ouais. Donc c'est pareil ici. Il dit ça, ça veut dire Aderech Hayeshara Sheidavekba, ouais, qui doit coller à ça. Donc vous avez compris que c'est pas seulement de passer de l'ignorance à la connaissance, c'est pas seulement que la connaissance, elle doit être acquise, c'est pas seulement qu'elle doit être intégrée, c'est qu'elle doit être vécue. Sheidavekba. Maintenant, tu es devenu ce que tu penses. Tu es devenu ce que tu sais. Sinon, tu n'es même pas sûr de vivre ta vie. Tu peux être en parallèle entre une culture et un vécu qui n'ont rien à voir. Des gens qui ont un discours extraordinaire, très très cohérent, et une vie complètement folle. Tu dis, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, enfin, tu sais, bon, je suis en phase d'apprentissage, j'atteins, je suis sur le chemin, j'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de donner le temps. C'est comme les gens qui disent, bon, demain, après-demain, il faut que je le sente. En vérité, ils se foutent d'eux. Parce qu'ils n'ont même pas commencé à vivre. C'est pour ça que je dis, on donne des moyens, on donne des encouragements, on donne des connaissances. Mais je vous dis la vérité, de vous à moi, hein, ne le prenez pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité à Paris. Ouais. C'est qu'en vérité, la vie, elle commence après les mitzvot. C'est quand tu fais les 613 mitzvot et que tu connais la Torah, tu commences. Mais avant, c'est comme un enfant, il n'est pas obligé de faire les mitzvot avant 13 ans. Il fait quoi? Il fait du chinour. Il s'habitue. 3 mois avant, on lui dit, mais il était fini comme ça. Mais il ne fait pas la bracha, parce qu'il n'est pas par mitzvah. Et après, de 13 ans à 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore de l'apprentissage. Puisque de 13 ans à 20 ans, tu es obligé de faire les mitzvot, mais tu n'es pas puni pour les avérotes. Vous savez ça, non? Non? Mais à partir de 20 ans, comme dans la vie en général, la vie c'est comment? Ouais. Jusqu'à 13 ans, tu es un gamin comme ça. 6e, enfin 5e, 4e. Après, tu passes ton bac, 17 ans, tu fais ton BTS, 20 ans, tu as redoublé une année, ouais. Et là, tu rentres sur le marché du travail. Et donc, ça y est, tu as ton truc de comptabilité. On dit, ben vas-y, David. Alors donc, donc voilà, donc c'est toi qui prépares le dossier pour l'expert comptable? Ouais, c'est moi. Allez, dis, écoute, David, je vais être gentil avec toi. Heureusement que je ne l'ai pas envoyé directement à l'expert comptable, enfin, ou directement au tribunal de commerce, parce que là, tu nous mettais dedans de 6 millions d'euros, là. Bah, t'as oublié ça. Alors tu dis, vous mettez un zéro? Je suis renvoyé 2 jours? Non, t'es plus à l'école, là. C'est plus de la théorie, là. À l'école, t'as raté un partiel, t'as raté. Mais là, c'est du réel, ça. Là, c'est du réel. Là, c'est le papier, je le prends. Si je ne l'ai pas relu, je l'envoie comme ça directement. On ferme la boîte, là. On coule. Ah bon? Ah, mais excusez-moi, j'ai mélangé les fichiers. Non, mais quand tu envoies à tous les clients notre prix d'achat, c'est pas une erreur. C'est un homicide volontaire. C'est une invitation au meurtre. Tu as envoyé à mes 13 800 clients le prix d'achat. Maintenant, crois-moi que les gars, la négociation, ils vont être un peu durs. Oui, je me suis trompé de fichier. Mais c'est pour ça que ça s'appelle des fichiers, parce que c'est embêtant. C'est pas grave, d'accord. Mais la personne, elle ne comprend pas pourquoi. Parce qu'elle croit qu'elle est encore dans la théorie. On n'est plus dans la théorie, là. C'est comme le fiançailles et le mariage. On ne se connaît pas. Bonjour. On est fiancé. Ça va pas. Et là, on est marié, là. Oh, j'en ai marre de toi, casse-toi, retourne chez ta mère. Non, on est marié, là. Là, c'est du concret, là. Fiancé, bon, pour ça que les gens, ils font durer les fiançailles. 3 ans, 4 ans. Si, ils viennent me voir. Alors, dans 2 ans, on se fiance. Après 1 an, préparation de mariage. Après 1 an, la pilule, parce qu'on ne sait jamais. Je dis, mais de toute façon, tout ça, c'est de la théorie. Vous êtes en train de vous fabriquer un mariage mental. Ce qu'on appelle la vie maritale. Ouais. Le concret, c'est quand vous serez tous les deux dans une pièce. Et là, il y a les 2 caractères qui vont faire... Quand vous entendez, il y a un court-circuit quelque part. C'est là le mariage. C'est ça le mariage. C'est là le shalom bayit. C'est ça les efforts. C'est ça. Mais avant, genre chacun rentre chez sa mère. Mais ça prouve rien. Les gens disent, ouais, ça fait 2 ans que je le connais, 4 ans que je le connais, 6 ans que je le connais, je peux plus le voir quand vous êtes aveugle. Non, ça n'a rien à voir. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas compris que ça, c'était de la théorie, ça. Ça, c'était de l'adolescence. Ça, c'était de l'école. Mais maintenant, on est dans le concret, papa. On est le concret.
Quand tu as mis un enfant au monde, c'est fini le jeu. Tu dis non, tu sais, je vais changer, je réfléchis, j'évolue. L'enfant est une caméra 173 milliards de pixels. Il enregistre tout avec un capteur sélectif. Ça veut dire que quand tu fais une bêtise, il le capte plus facilement que quand tu fais du bien. Quand tu lui fais du bien, il oublie. Quand tu lui fais une vacherie, il s'en rappelle. Quand tu dis la vérité, il trouve ça normal. Quand tu mens, il te fait un procès. Il s'en sert à charge pour la fois où lui sera obligé de mentir. Chantage. Il est monté à l'envers ce gosse ou quoi? Vous avez été fait dans la même usine. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans la théorie là. Donc vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire Aderer chez Idabek. Vous avez compris comment ça veut dire? Vous avez compris? Le derer, le chemin, la trajectoire dans laquelle tu dois coller. Ça veut dire que c'est fini les halomot. Maintenant c'est du concret, c'est fini les rêves. Maintenant c'est du concret, c'est concret. C'est ça que je me tue à essayer d'enseigner. Ah maintenant si c'est ça. Ça c'est ce qu'il leur a demandé Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il a eu plusieurs réponses. Rabbi Eliezer le premier, il a dit c'est quoi? Quel est ce chemin? Il a dit Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? Le bon œil. D'accord? Si on traduit littéralement. Maintenant, on a déjà expliqué des centaines de fois pour les roues de blanc, mais je vais le dire aussi pour les gens qui sont nouveaux, et c'est pas grave si vous le réécoutez parce qu'on met en fin de compte des années à comprendre ce qu'on sait déjà. D'accord? C'est que Tov, c'est quoi Tov? Tov, ça veut toujours dire complet. Tov, ça veut dire pas dire bon. Ça, c'est pour l'Ulpan, pour commander un falafel à Tel Aviv. Mais Tov, le Tov dans la Torah, d'après les sages, ça veut dire bon. Ça veut dire complet. Donc quand on dit Adam Tov, c'est Adam Shalem, un homme complet. Mazal Tov, ouais, c'est pas que on est sympa, on est cool, on est bien. Non. Mazal Tov, ça veut dire ça y est, maintenant, il a rencontré sa moitié. Maintenant, lui, il est complet grâce à elle, et elle est complète grâce à lui. Et ils forment un couple complet. Donc, toi, tu te sens toujours manquante parce qu'il manque l'autre moitié, et lui, il se sent manquant parce que maintenant, les gens qui se sentent manquants malgré qu'ils sont mariés, ça existe aussi. Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'autre, c'est vraiment leur moitié, soit parce qu'ils n'ont pas épousé la bonne moitié, ça peut arriver aussi. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que le mazal, il est tov, il est complet. D'accord? Donc maintenant, quand on dit Aïn Tova, un œil qui est complet, vous avez compris maintenant? Donc comment on va traduire ça? Alors l'œil, il faut savoir que l'œil sert à deux choses. L'œil sert à voir, et l'œil sert à se faire avoir. J'ai été trompé, j'ai pas vu, j'ai pas bien regardé, j'ai été trompé par l'aspect, le cliché, comme ça, la barbe, le chapeau, j'ai cru que, le contraire, il est venu costard-cravate, je pensais qu'il était honnête. Mais tous les escrocs ont des têtes d'honnête homme, c'est connu. Sinon tu signerais jamais. Donc la vue, la vision, l'œil sert à voir, mais l'œil sert aussi à autre chose. L'œil sert à projeter. Vous savez, quand vous dites... écoutez, je ne comprends pas ce que vous dites. Alors je lui dis, écoutez, je vais essayer de l'aborder d'un autre point de vue. Alors je t'explique une autre manière, et là tu dis, ah bah là, je comprends, là. Là, vraiment, là, de ce point de vue, mais c'est quoi un point de vue? Un point de vue, c'est que tu es ici, mais tu ne vois pas la gare du Nord. Alors je te dis, viens avec moi, mets-toi là. Ah oui, ah là, je la vois, là. Là, tu vois, là, on a changé de point de vue. Mais en fait, c'est un point de vue, c'est quoi? C'est un point à partir duquel on voit. C'est comme un angle de vue. Quand on dit la maison a vue sur la mer, ça ne veut pas dire que ta mère a acheté l'appartement d'en face. Ça veut dire qu'il y a une vue, c'est-à-dire que ça voit la mer. Oui, eh ben c'est exactement pareil. C'est quoi un point de vue? C'est une orientation intellectuelle. Donc maintenant, si toi tu n'as pas cette élasticité d'être capable de changer de point de vue, tu vas souffrir. C'est un peu comme les chevaux. Les chevaux, ils ont des œillères, alors ils marchent. Tu lui dis, écoute, elle est comme ça, regarde comme ça. Ta belle-mère, peut-être qu'elle n'est pas méchante, peut-être qu'elle est malade. Ah bah fallait le dire tout de suite, tu vas lui mettre des veilleuses. Ouais. Ton enfant, tu l'as vu comme ça. Toi, tu l'as vu qu'il est têtu, mais peut-être qu'il est blessé. Toi, tu crois qu'à chaque fois que tu lui fais un reproche, elle rigole. Mais en vérité, peut-être qu'elle est paralysée, c'est sa seule manière de se défendre. Ah, c'est un autre point de vue. Donc, il faut que j'arrête de la frapper, en quelque sorte. C'est-à-dire quelqu'un, il doit comprendre que les angles de vue, c'est à l'infini. Et c'est très bizarre. Vous savez que cet œil-là ne voit pas la même chose que cet œil-là. Vous savez ça? Non? Sortez un petit peu. Toujours le yeshiva, le séminaire. Parce qu'en fait, cet œil-là,
il a un angle, comme ça, et cet œil-là, il a un autre angle. Comme c'est deux caméras et qui ne filment pas la même chose, donc grâce à Dieu, on a à l'intérieur un espèce de logiciel qui va superposer les deux images pour fabriquer une seule image. Et si vous allez dire, écoutez, il ne faut pas me la... Ben, je vous dis, chas v'shalom lo alechem lo alenu, sachez que les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, il y a certaines cellules du cerveau qui disparaissent ou qui ne fonctionnent plus, et cette capacité à superposer les deux images ne fonctionne pas, du coup, ils voient en double. Et c'est très fatigant. Hein. Déjà, quand vous avez une image qui est mal superposée, ça vous fatigue. Déjà, un livre qui est mal imprimé, parce que quand il est repassé la deuxième couleur, il est passé un peu à côté, c'est fatigant à lire. Alors imagine, toute la journée, tu vois double. Donc le bon Dieu, dans sa gentillesse, il a superposé les visions. Ça va? Ça va. Mais toi, quand tu vis, qu'est-ce que tu vis? Tu vois. Comprenez ou non? Tu vois la personne. Donc tu la vois. D'un autre côté, tu la vois en tant qu'ami, tu la vois en tant que rave, tu la vois en tant que professeur, tu la vois en tant que personne déçue, tu la vois en tant que personne contente, tu la vois... Donc combien tu as de visions? Il faut que tu superposes toutes les visions pour avoir une seule vision. Ça va? Des fois, il faut effacer cette vision. Tu dis, écoute, il ne faut pas que je regarde comme mon fils parce que je suis tellement déçu, je vais le fracasser. Donc il faut que je regarde comme un enfant qui n'est pas mon fils. À ce moment-là, peut-être que je pourrais être objectif. Mais toi, tu sais avoir un deuxième angle de vue? Tu sais avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un sixième? Tu sais avoir un angle de vue quand tu n'y crois plus? Tu sais avoir un angle de vue quand tu es déjà acheté par tes intérêts? C'est-à-dire combien tu as de caméras? Ça va? Eh bien, Aïn Tova, ça veut dire que tu as une vision qui est complète. D'accord? Mais on a dit que l'œil, c'est pas seulement pour voir, c'est pour projeter. Ça veut dire que comme si l'œil, il était un projecteur, et que le diapo que tu as à l'intérieur, ouais, tu arrives à le visualiser devant toi. C'est pour ça que les grands créateurs, les grands développeurs, vous savez comment on les appelle en français? Des visionnaires. Dites-moi le visionnaire, attention, on va parler français ensemble. Le visionnaire, c'est un gars qui a été capable de voir très loin le produit qu'il avait devant lui, ou non, qui a fabriqué le futur. Parce que peut-être que la réalité, ça n'est qu'une réalisation du diapo que tu as dans la tête. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens qui font des grandes choses, c'est déjà des gens qui savent ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors qu'il y a des gens qui te disent, écoutez, moi j'ai pas les moyens, mais franchement, si j'avais les moyens, je fais des grandes choses. Moi je crois pas. Moi je crois qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, et il y a des gens qui veulent ce qu'ils veulent, et le fait qu'ils veulent ce qu'ils veulent, ça génère un cumul de mouvements, un faisceau d'énergie qui va attirer des moyens pour le faire. Alors qu'il y a des gens qui au fond, ne savent pas ce qu'ils veulent, bien qu'ils ont des moyens, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Je sais pas, je me tâte, enfin je me cherche, je touche à beaucoup de choses, j'ai perdu énormément d'argent dans des projets qui ont capoté, mais toi, tu étais clair. On ne peut pas passer de l'ouverture d'une pizzeria à un projet immobilier à 7 milliards et ensuite à se lancer dans la chimie industrielle de la production de peintures fluorescentes. Là, bon, peut-être que tu pourrais faire une pizza fluorescente, mais il y a un problème de linéarité, là. Tu n'es pas clair. Donc tu peux faire l'inverse. Tu peux t'asseoir dans un placard, mettre une couverture au-dessus de ta tête, fermer les yeux et dire « Qu'est-ce que je veux ? Et qui je suis ?» Peut-être tu vas gagner du temps. Parce que toi, tu fais plein de choses dans l'espoir de te surprendre à savoir ce que tu veux. Et tu vas collecter en plus chez des gens qui eux-mêmes essaient de savoir ce qu'ils veulent. Donc, alors, comment tu vas trouver? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que pour moi c'est bien? Mais comment le mec il va t'aider, il a le même problème que toi? Tu as deux mecs perdus dans le désert qui se demandent où elle est la gare. Alors lui tu dis, bon, imagine tu es à ma place, mais je suis à ta place, on est tous les deux paumés. D'accord? Non mais qu'est-ce que tu aurais fait toi? C'est ce qu'il dit le message. Pourquoi tu vas voir un chacham? Parce que le chacham, il est déjà sorti du labyrinthe. Mais le mec, il est lui-même dans le labyrinthe, il est lui-même paumé. Même en analyse. Tu ne peux pas te faire analyser par quelqu'un qui lui-même n'a pas subi une analyse. C'est connu. C'est-à-dire celui qui n'est pas sorti du tunnel, il va t'expliquer comment sortir du tunnel. L'autre, il donne des conseils de Shalom Bayit, il n'a jamais été marié. L'autre, il a un doctorat d'éducation, il n'a pas de gosse.
Mais tu peux le faire. Tu peux faire 70 ans de fac et avoir 6 doctorats d'éducation. Mais si tu n'as pas un enfant à 6 heures du matin qui t'a vomi sur la figure, au réveil, comme ça tu dors, il dit papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'as pas un enfant qui t'a tiré la dafina 1 minute avant la rentrée de Shabbat, tu ne sais pas ce que c'est la pédagogie. Tu dis non, mais écoutez, je comprends très bien le faisceau existentiel de l'enfant dans une projection du désir d'être en conjonction avec toutes ces propositions d'existence qui vont lui être proposées. Ça, c'est du bruit, ça c'est le bruit du robinet. Il est régulier, il est bon, il est beau. Mais c'est un bruit de robinet. Les robinets n'écrivent pas des livres. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de choix. Ils l'ouvrent et ils la ferment quand on leur dit. C'est des robinets. C'est pour ça que débit, c'est tu rajoutes de lettres et tu... C'est-à-dire, des fois, on peut avoir un piège de son propre débit. C'est que si moi, je peux parler de choses de valeur, je peux aussi ne rien vous dire pendant des heures et des heures. Et comme je sais ne rien dire, je sais dire quelque chose. Mais celui qui ne sait pas ne rien dire, il croit des fois qu'en disant quelque chose, il a dit quelque chose, alors en fait, il n'a rien dit. C'est ce qu'on appelle le bruit du silence. Des silences bruyants. Ou des discours silencieux. Tu écoutes, et tu attends qu'il dise quelque chose. Et il parle. Il n'a toujours rien dit. Je sais pas, il est là, il n'y a rien. Ça s'appelle la politique, c'est très connu, d'accord? Tu dis, mais quand est-ce qu'il va dire quelque chose? Il n'y a rien. Mais il parle, il n'arrête pas de parler, il n'y a rien. Là, c'est pareil. Donc, Aïn Tova, c'est quoi? Vous avez compris? L'œil, c'est un outil de projection. Donc, je dois bien fabriquer mon diapositive à l'intérieur, bien clair, et ensuite le diapositive, le mettre dans mon projecteur, et ensuite la lumière que je vais allumer, qui s'appelle la volonté, qui s'appelle la conviction, qui s'appelle la détermination, c'est elle qui va projeter l'image devant moi. Donc ce que je vais avoir devant moi, en fin de compte, ça va être complet. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis complet à l'intérieur. Mais si moi, je suis manquant à l'intérieur, comment l'image, elle va être complète? Après, je peux dire, on m'a mis l'Aïnara, on ne m'a pas donné les moyens, j'étais en avance sur mon temps, on n'a pas compris ma valeur. Tu peux écrire des livres. Ça s'appelle un doctorat de victimisation. Mais c'est pas possible. Si tu es croyant. Si tu es croyant, tu sais que quand le bon Dieu t'envoie une impulsion et quand il t'envoie une proposition, les deux, ils prouvent qu'il y a juste un lien à créer. Ça va? Maintenant, si toi, tu es opportuniste ou si toi, tu veux créer la situation, tu ne sais pas, peut-être qu'on ne t'attend pas. C'est comme si tu veux sauter, il n'y a pas de ravin. C'est pas un problème. Mais si tu sautes et qu'il y a un ravin, il faut que tu sautes la bonne distance. Sinon, tu vas avoir un problème profond. Ah, c'est ça. Et ça s'appelle que l'œil, il est complet. Ça veut dire que toi, tu projettes du complet. Ouais. Maintenant, l'œil, c'est aussi un moyen d'adhérence. Tous les ans, je vous donne le même exemple. C'est comme, par exemple, je regarde ce mur avec les plaques là. Je les vois. D'accord? Maintenant, je ne suis pas collé à ces plaques. Elles sont là-bas, moi je suis ici. Non, ça fait de la peine, chacun il a vécu. C'est des histoires. En plus, c'est des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens de la Shoah. Si chacun qui est sur la plaque qui venait raconter sa vie, on serait morts tous. On serait tous morts. On ne pourrait plus se plaindre. Genre, j'ai attrapé froid, j'ai perdu 100 euros. L'autre, lui, là. Donc ça, c'est toute une masse de vécu. Et moi, je suis là. Donc je dis, il y a une distance entre ça et moi. Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui crée la distance? Tu dis, la distance, c'est l'espace. Ah bon? Mais l'espace de quoi? Eh bien, l'espace de vide. Mais il n'y a pas de vide, il y a de l'air. Ah, donc il y a du bois, dessus il y a des plaques en métal, et des plaques en métal jusqu'à moi, il y a de l'air, et puis là, il y a moi. Ça va? Maintenant, mon œil, lui, qu'est-ce qu'il fait, mon œil? C'est de la chair. Au fond de mon œil, il y a une rétine. La rétine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte la lumière. Cette lumière-là, c'est une image. Elle est renvoyée à mon cerveau. Et dans mon cerveau, il y a ma conscience, et ma conscience, c'est mon moi. Maintenant, déjà, moi et mon œil, on est collés. Ça va? On dit toujours mon œil, mon œil. D'accord? Maintenant, moi et la plaque, on est séparés. Je dis, t'es séparé? Ah bon, par quoi t'es séparé? Tu me dis, ah, donc colo, la distance. Non, parce que l'air, c'est pas de la distance. Tu veux la preuve? Est-ce que je peux faire tomber ce mur sans le toucher? Tu dis, non, c'est impossible. Genre Harry Potter. Non, je te donne une logique. Je prends un tuyau, écoutez bien, je prends un tuyau, je le pose contre le mur. Et je le ferme de manière étanche. Et de ce côté aussi, je mets un bouchon
Mais je rajoute rien. Qu'est-ce qu'il y a dans le tuyau? Il y avait de l'air. Ouais, il y a de l'air. Et maintenant, je mets un bouchon. Et après, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouchon qui est à l'intérieur du tuyau et je comprime l'air qui est à l'intérieur du tuyau. Ça s'appelle de l'air comprimé. Et bien, le mur va tomber. Hein. C'est fort. C'est de l'air comprimé. Et je me dis, franchement, ça n'était pas la peine de nous faire venir un soir de match pour nous raconter une histoire d'air, alors que le ballon lui-même en est plein, sans compter tous ceux qui le regardent le match. Ouais. Mais, parce que ce qui se ressemble s'assemble, donc c'est un peu logique. C'est juste une question de pression d'air. D'ailleurs, Nike l'a très bien compris, parce qu'il lui aussi vend des baskets pleines d'air, et il propose à tout le monde de le faire. Donc, maintenant, si je dis qu'en poussant l'air qui est dans le tuyau, j'ai fait tomber le mur, donc j'ai rien touché, mais j'ai déplacé de l'air. Ça s'appelle de l'air comprimé. D'accord? Étant donné que ce monde, il n'est que l'expression physique de phénomènes psychologiques et spirituels, donc l'air en hébreu, c'est ruach, et ruach, c'est aussi l'esprit. D'accord? Donc si l'air comprimé développe une telle puissance, comme une machine à vapeur par exemple, vous savez que le train à vapeur, c'est de l'air comprimé. On prend de l'air chaud, on le comprime, et hop, ça fait déplacer des pistons, ça tire. Mais la machine à vapeur, le train à vapeur, il va tirer 64 wagons de gravats. Ça va? Qui font chacun 8 tonnes. Ça veut dire que c'est une puissance incroyable. Ouais. Et bien, c'est que de l'air comprimé. L'avion, sur quoi il vole un avion? Vous avez déjà pris l'avion? Vous verrez que si vous prenez l'avion, faites attention, l'avion ne bat pas des ailes. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des ailes, puisqu'il ne bat pas. Ouais. L'avion, il fonctionne, c'est un avion à réaction. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'avion? Il a un réacteur, l'air rentre d'un côté, ressort de l'autre. Maintenant, comme il rentre d'un côté, ressort de l'autre, il ressort comprimé. Donc, en fait, l'avion s'appuie sur l'air qui est en dessous, qui est plus comprimé que l'air qui est au-dessus. Donc, comme l'air qui est au-dessus il est plus léger, donc l'avion, c'est comme s'il flottait dans un air plus léger en s'appuyant sur un air plus compressé. Ça s'appelle un avion à réaction. Ça va? Donc si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà un avion qui pèse 250 tonnes, il s'envole avec de l'air comprimé, si déjà un train qui pèse 290 tonnes, il est tiré par de l'air comprimé, si déjà un mur, il tombe à cause de l'air comprimé, si déjà les grues les plus puissantes du monde, elles soulèvent jusqu'à 210 tonnes avec de l'air comprimé, ça va? Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est l'air. Ruach, c'est le même mot. Ruach, c'est l'esprit. Et bien, le ruach, l'air comprimé, la correspondance, c'est la détermination. C'est pour ça qu'on dit En davar omed bifne aratson. Il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. C'est un bulldozer. Donc le vrai problème, c'est que les gens n'arrivent pas à se concentrer. Les gens n'arrivent pas à perpétuer leur effort. Les gens n'arrivent pas à avoir confiance dans ce qu'ils pensent. Donc c'est pour ça qu'ils se fatiguent et Donc il y a beaucoup de gens qui ressemblent à un vaporisateur déviant. Vous savez ce qu'on a pour les femmes enceintes là? Donc c'est comme si tu vas attaquer la Banque de France et qu'il y a un revêtement en titane de 1,60 m d'épaisseur avec un coffre Sacom, c'est une marque connue, ouais. Et le gars il dit alors, t'as amené ton arme secrète? Ouais. Le gars il sort son vaporisateur déviant. Il fait pshhh. Le client regarde et dit mais t'es un malade. Mais t'es un malade. Mais il faut une perceuse au titane, j'en sais rien ce qu'il faut. Tu t'entraînes avec ton vaporisateur déviant. Mais là, il y a 1,60 m de métal à traverser. Tu viens avec un vaporisateur déviant. Mais quelle pression il y a dans... Vous avez déjà fait ça, non? C'est pas un Karcher, c'est un vaporisateur déviant. Vous sentez le côté débile ou non? Vous le sentez bien? Là, c'est pareil. Mais là, tu t'attaques au bac, là. Là, tu t'attaques à un shalom bayit. Là, tu t'attaques à un enfant qui se drogue et tu viens avec un vaporisateur déviant. Mais qu'est-ce que tu espères, toi? J'ai de la bonne volonté, j'y crois. C'est mon destin. Mais t'es fou, toi, ou quoi? Il faut que tu viennes en béton. Ouais, il faut que tu viennes avec une puissance, une croyance, une émouna, mais tu vas soulever des immeubles. Il faut que tu déplaces les Alpes avec ta tête. Je t'ai pas dit d'emmener un sac de ciment au bout de la rue. Je t'ai dit de prendre les Alpes et tu les amènes dans la Méditerranée.
te dis, le gars, il est suicidaire, il n'a plus confiance en lui, il a envie de mourir. Ouais. Et toi, tu viens si Dieu veut, ça va aller. Ça va pas aller. Il t'écoute, il a envie de mourir. Il a raté sa prépa de 1 point. Il veut mourir. Il veut mourir. 18 000 candidats, 2 ans de travail jour et nuit. Il a raté d'1 point. Je vais mourir maintenant. Mais vas-y, va trouver les mots, va comprimer assez d'amour et de conviction pour que le gars, il s'écarte du ravin, il s'écarte du suicide. Vas-y, va trouver les mots. Bah, tu dis, écoutez, je lui ai dit des trucs qui me venaient, bon, c'est-à-dire, j'ai pas parlé, mais disons, j'ai pas roté non plus. Hein. Bon, bah, c'est un truc quand même, ça venait du cœur, ou d'ailleurs, difficile à dire, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'œil, c'est le lien avec la chose. Quand la Torah, elle te dit, il ne faut pas regarder la face d'un rachat. Quand la Torah, elle te dit, il ne faut pas regarder le décolleté. Ouais, quand elle te dit, il ne faut pas chercher à voir ce qui se passe sous les jupes. Tout le monde essaye de faire des recherches archéologiques. Non. Ouais. Quand on te dit, c'est pas ta maison, ne regarde pas. Quand on dit, elle est mariée, ne regarde pas. Mais c'est quoi le regard ici? Tu dis, je ne fais que regarder, en tout bien, tout honneur. Il ne s'est rien passé. Chas v'shalom. Je regarde, je ne fais que regarder. Mais c'est quoi regarder? Regarder, c'est adhérer. Je vous ai déjà expliqué ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Vous vous rappelez ou non? Des redoublants. Non? Il y a un vrai problème d'acquisition. Hein. On va distribuer du phosphore avant les cours. Alors, c'est que le Baal Shem Tov, il dit, un homme, il voit ce qu'il doit voir. Que tu vois ce que tu vois, intéressant au niveau scientifique. Une constatation statistiquement prouvée. Un homme voit ce qu'il voit. Bravo, que la cavote, ça valait le coup de faire des études. Après, il y a une deuxième lecture, c'est un homme, il voit ce qu'il veut voir. Tu vois ce que tu veux voir. Tu sais que tu vois ce que tu veux voir parce que tu es aveugle dans certains cas et Blainara, tu es clairvoyant dans un autre. Donc ça, c'est normal parce que le moteur de recherche de ton cerveau, il est dicté par tes intérêts. D'accord. Mais le Baal Shem Tov, il va plus loin. Il dit, tu vois ce que tu dois voir. Toujours, je raconte cette histoire. Vous marchez les deux dans la rue, comme ça, sur la Côte d'Azur, et puis il y a une beauté qui passe. Une bombe atomique, une fille d'un catalogue qui est sortie. Elle est sortie du catalogue, elle marche dans la rue, elle a oublié de s'habiller. D'accord. Et toi, tu es avec ton copain et tu la vois. Tu tournes la tête, tu lui dis, oh, wow, Matt, te mets la meuf. Ouais, mais regarde un peu le canon. Ouais. Et c'est vrai que la fille, elle a des arguments vraiment extraordinaires. Et toi, tu tournes la tête, parce qu'évidemment, tu as un réflexe de Pavlov, de regarder là où on te dit de regarder. Mais le bus, il passe juste à ce moment-là. Et derrière le bus, il y avait une entrée de métro, une bouche de métro, et la fille, elle est descendue dans le métro. Et quand le bus, il a fini de parler, mais ça s'est joué à 1 seconde près, tu l'as pas vu. Oh, Raval, ah oui. Maintenant, tu peux réfléchir, question philosophique, mais pourquoi toi, tu l'as vu, toi, tu l'as pas vu? Toi, tu l'as vu, et toi, tu l'as pas vu. D'accord? Mais il y a pire que voir. Parce que voir, c'est voir. Il y a regarder. Regarder, c'est pas comme voir. Je ne sais pas si vous me suivez. Regarder. Le regard radiologique, interdit par la Torah. C'est marqué Velo taturu achare levavchem Velo taturu. C'est ce que ça veut dire taturu. Taturu, c'est pas que d'un seul coup, tu as changé de teinte de cheveux. Pas du tout. Ouais. Velo taturu. La tour, il dit Rachid, la tour est à Haaretz. Ça veut dire c'est explorer la terre. Donc il y a le regard explorateur. Tu essayes de distinguer à travers le chemisier une forme qui a l'air d'être que l'autre, elle n'a pas mis de soutif. C'est un regard. Ouais. Et la fille, elle sent, tu dis, arrête d'appuyer, je vais tomber. D'accord. Ça s'appelle un regard appuyé. Mais sache qu'au-delà du fait que tu fais une avéra, ouais, c'est surtout que tu es en train de te définir. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la rétine, vous vous rappelez, l'œil, la rétine, la conscience, le cerveau. Donc là, en vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire que tu es devenu une excroissance de décolleté. Parce que je t'ai dit que je suis collé par le mur, par l'air. Donc je suis collé par ce que je regarde. Parce que ce que tu regardes t'intéresse. Et ce qui t'intéresse te définit. Si tu vas dire, non, mais c'est juste culturel, c'est une perception que j'ai de la capacité à apprécier l'harmonie des formes et des couleurs. Tu es un artiste en fait. C'est ça, oui. Un obsédé. Ah oui, c'est pas... Tu m'as enlevé le mot de la bouche, ou d'ailleurs. D'accord. Bon, alors, donc c'est ça l'idée.
C'est que là, quand la Torah elle t'a dit ne regarde pas, ça veut dire quoi? Ne va pas adhérer à ça, parce que ça, c'est en train de te définir. Donc l'œil, maintenant, vous avez compris, il ne sert pas seulement à projeter, il sert aussi à te relier à la réalité. Et ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que les tzadikim, ils ne veulent pas qu'on les prenne en photo. Parce que tu les relies à la réalité. Ouais. Et le contraire, eux-mêmes, ils ne veulent pas regarder certaines choses. Ils ont les yeux fermés comme ça. Ils baissent la tête, ils baissent la tête. Et c'est des gens qui ne regardent rien, ils regardent que le texte de la Torah pendant des années, des années, des années, des années. Donc ils ne regardent rien, mais ils voient tout. Tu viens chez eux, tu diras, dès que tu rentres dans la truc, il dit, oui, oui, je sais, bon, il faut la quitter, c'est pas ta femme, tu vas avoir que des problèmes. Tu dis, mais attendez, donnez-moi l'impression que je vous ai donné une information. Il voit tout. Il n'y a pas besoin, il voit tout. Il voit le cancer, il voit que ça va aller, il voit pas que ça. Il y a des tzadikim, on sait. Quand ils disent Aslacha, on sait que c'est bien. Quand ils disent Hashem Yahazor, tu sais que c'est fini. La chimio, elle va pas se finir bien. Et c'est comme ça. Et c'est des rabbinim qui ne parlent pas. Hein. Ils ne parlent pas, ils te disent comme ça. Tu diras, voilà, on demande bracha parce qu'on a trouvé un truc, on n'a pas encore fait la biopsie. Tu dis Hashem Yahazor. Je te signe en bas de la feuille que la fille, elle est morte. Non, mais c'est rien, ça se soigne, un cancer du sein. Elle est morte. Et quand tu dis, ah, c'est clos, c'est rien. Allez, rentrez chez vous, faites la fête tranquillement. Après, le médecin téléphone, écoutez, la tumeur a disparu. C'est une tumeur humoristique, ce qu'on appelle une tumeur de rire. Écoutez, c'est la première fois qu'on voit ça, il n'y a plus rien. Écoutez, il n'y a rien. Mais comment il est ici? Il est jeté là-bas en arrière, il est jeté à Khlala, il voit ce qui se passe ici dans un département inconnu de l'hôpital Michel Debré de Khlala. Robert Debré, je sais qu'ils ont insisté pour enlever un L de leur nom, mais je ne me rappelle plus. D'accord. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Ça veut dire qu'il est là-bas et il est ici. Il est là-bas et il est ici. Pourtant, il ne regarde rien et il voit tout. Et bizarrement, les gens qui pensent que tout les regarde, eh ben oui, ça me regarde. Eh ben, ils ne voient rien, ceux-là. C'est pour ça qu'ils sont toute la journée en train d'essayer de collecter ce qu'on appelle du people information. Ouais, ils veulent savoir. Alors, elle est enceinte, comment ça marche pour elle? Il paraît qu'il divorce, qu'il a changé de voiture. Tiens, il paraît que... Pourquoi ça t'intéresse? Alors, je te dis un secret. C'est qu'en fait, toi, tu crois, ne le prenez pas mal, hein, toi, tu crois que tu regardes la vie, alors qu'en fait, c'est la vie qui te regarde. C'est pour ça que des fois, tu rentres dans des situations et la personne, elle te dit « Mais ça ne te regarde pas. » Oh, c'est intéressant en français. Ça veut dire quoi? Ça ne me regarde pas. Parce que nous, on utilise des phrases, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment dire. Ça ne me... Ben oui, c'est... Bonjour. Tiens, en fait, tu sais, je pense qu'avec ta femme, tu devrais... Ça ne te regarde pas. C'est-à-dire que le bon Dieu, dans la série de diapos qu'il a préparée, cette diapo, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Donc moi, je regarde ma diapo et je m'adapte à ma diapo. Je l'ai épousée d'ailleurs, ma diapo. Toi, s'il te plaît, tu te regardes ta diapo. Maintenant, il y a des gens qui trouvent tellement nul leur film qu'ils veulent regarder le film des autres. Et c'est une maladie, ça s'appelle People. Ils ont fait des journaux spécialisés. Sheila a accouché. Je suis content de savoir que c'était une femme. D'accord? Ouais. Mais parce qu'ils ont une vie qui est tellement vide, qui est tellement fermée, qui est à la limite qui est closée. Quoi. Ouais. Qu'ils ont besoin, de s'occuper du reste du monde. Puisque oui, au niveau personne, ils sont personne, donc ils veulent une vie publique. Alors ils ont fait un journal pour les gens qui sont au monde. D'accord? Mais non, mais si toi tu dis, attends, mais je suis occupé, je dois évoluer, je dois développer ma personne, je dois avoir un rapport avec le divin, je dois comprendre ma femme qui est déjà une Sugia en soi, je dois connaître chaque enfant qui lui-même est une galaxie. Ouais. Pourquoi les gens ils vont voir le Star Wars? Il y a la maison, ils ont déjà la guerre des galaxies, c'est pas la peine. L'autre a un caractère comme ça, l'autre a des nerfs comme ça, d'autres des stress comme ça, d'autres un véhicule comme ça. Chaque famille, c'est un monde. Chaque famille, quand tu vois les liens, les calculs, les trucs, les personnalités, les confrontations, les nerfs, les stress, les peurs, les émotions, l'amour, les attentes, les inconnus, les malentendus, que genre tu connais rien. Ton fils il te dit, alors quoi, en fait j'avais rien compris toi. Tu crois que tu connais tes enfants. Alors, à plus forte raison les enfants des voisins qui auraient pu être les tiens. Mais d'accord, mais donc c'est quoi l'idée, ouais? Cette logique-là. Ça veut dire que tu as compris que l'œil, maintenant, il a trois fonctions. Il voit, il projette et il te fait adhérer. Maintenant, fais attention où tes yeux traînent. Mais pas seulement par rapport au décolleté et tout ça. Ça, c'est quand même des erreurs de jeunesse qui peuvent se perpétuer jusqu'à 68 ans. Mais c'est surtout que tes yeux, le temps qu'ils traînent à
à adhérer à autre chose, eh ben, ils ne sont pas en train de regarder ce qui te regarde. Et tu as beaucoup de gens comme ça, qui mettent leurs yeux dans le travail, et après ils n'ont pas la tête pour leur famille. Il y en a qui mettent leur tête dans leurs enfants, et ils n'ont plus de regard pour leur mari. Il y en a qui mettent la tête dans les soucis internationaux, et ils ne savent pas que leur fille, elle est dans la chambre avec un gars, c'est la Tchétchénie là-bas. Et le gars, il a le stress que les Iraniens sont en train de livrer des missiles. Mais là, il y a un autre missile qui est en train de rentrer à l'entrepôt, là. Faut réagir, là. Non, ça va pas à la tête, on est très ouvert d'esprit. Oh, mais elle a 15 ans, quand même. Et elle est enceinte. Tu vois comment t'étais dans l'international. Maintenant que tu as regardé là-bas parce que ça t'intéresse, et malheureusement, tu n'as pas vu ce qui se passait ici, ou tu as regardé là-bas parce que tu avais peur de regarder ici, je ne sais pas, tu verras avec ton psychiatre. Mais en tout cas, c'est sûr que tes yeux, ils étaient posés ailleurs. T'as compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que quelqu'un, il doit, c'est ça, vélo, tatouru, achare, levafrem, vachare, nechem. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Ain Tova. Je ne sais même pas comment vous avez l'espoir qu'on finisse le cours alors qu'on n'a même pas fait le deuxième morceau de la Mishnah. C'est un problème. Surtout que c'est même pas ça le sujet du cours. On aurait dû faire un Shabbat plein sur cette Mishnah. Bon, on verra bien. Hein. Dieu est grand. Parce qu'on va finir à 10h30. Ne vous en faites pas. Je ne sais pas où on va aller. De la Megillah. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, à force de réfléchir, tu deviens intelligent. Donc c'est compliqué. Et puis moi, les enfants, j'arrive pas à leur donner la moitié. Je leur donne beaucoup. C'est comme ça. Je n'arrive pas à dire, les enfants, prenez une pêche, divisez-la en 8. Non. Tu leur donnes des cajots, et si on en jette, c'est pas grave. Rabbi Yoshua Omer, ça c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, un bon ami. On va essayer de passer en mode accéléré. Donc Chaver, c'est quoi Chaver? C'est un ami. Ça vient du mot Chibour. Chibour, c'est quoi? C'est un lien. Le Mechaber, c'est celui qui va créer les liens, et c'est aussi celui qui va écrire. Un écrivain, il s'appelle un Mechaber. Pourquoi? Parce qu'il va relier des lettres, il va relier des mots pour faire un livre. Il est Mechaber. D'accord? Maintenant, le Chaver, l'ami, c'est celui avec qui tu crées des liens. D'accord? Donc tu es Mitraber. On a vu dans le Pirkei Avot de cette semaine, Al titraber la racha. Ne t'accroche pas avec le rachat. Ne fais pas des liens avec le rachat. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, le fait de coller deux choses, eh ben, ça provoque des choses. Tu sais qu'on peut greffer, je sais pas, comment ils ont fabriqué le brugnon? Le brugnon, c'est une pêche et un abricot. Intéressant. Tu prends une pêche et un abricot, tu les greffes, ouais, enfin, et ça sort un brugnon. Ouais. Donc on peut greffer aussi des choses bizarres des fois. Moi je vois déjà, le gars il est russe d'origine turque et la femme elle est marocaine. Comment vous avez fait les deux? Ils ont greffé. Les enfants c'est des brugnons, hein. Tous un plus que l'autre. Ouais. D'accord? Bon, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha sur les fruits mélangés. Non, je rigole. Donc maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Chaver, c'est quoi? C'est celui avec qui tu te lis. Et c'est celui qui est lié à toi. Donc un bon ami, c'est quelqu'un qui va t'encourager quand tu fais du bien, et c'est quelqu'un qui va te fracasser quand tu fais du mal. Parce qu'il t'aime vraiment. Les gens qui ne t'aiment pas, ils vont t'encourager quand tu fais du mal, et ils vont t'encourager quand tu fais du bien. Il faut faire attention. Donc ça, c'est Chaber. Maintenant, le mot Chaver, il s'écrit Chet Bedresh, c'est les mêmes lettres que Barach. Barach, c'est Boreach, Bet, Resh, Chet. Boreach, c'est fuir, l'ivoire. Ouais. Donc il y a celui qui te fuit ou que tu fuis et celui auquel tu t'attaches et qui s'attache. Donc tu vas éviter les gens qui sont des bochim et tu vas te rapprocher des gens qui sont des chaverim. Ça va? Donc tu te déplaces dans la vie avec des gens comme ça. Maintenant, il y a un principe qui s'appelle la natation, que vous avez dû pratiquer. Ouais. Et comme j'ai expliqué déjà que tous les phénomènes physiques ne sont que de représentativité du monde spirituel et entre les deux du monde psychologique, donc réfléchissez à la natation. Comment on avance dans l'eau? On se jette à l'eau et on nage. Quand on nage, pourquoi on avance? On avance parce qu'on nage. Blainara. D'accord. Donc,
En fait, il y a deux manières, il y a deux écoles. Soit qu'en vérité, par exemple, on va prendre le crawl, c'est le plus simple, ouais, ou la brasse. C'est que tu prends l'eau qui est devant et tu la projettes en arrière. Et en faisant reculer l'eau, tu te projettes toi vers l'avant. D'accord? C'est une manière de penser. Ou une autre manière de penser, c'est quoi? C'est comme si tu montes une montagne. Quand tu montes une montagne, qu'est-ce qui se passe? Tu as une montagne, plus ou moins penchée, il vaut mieux éviter les falaises, d'accord? Tu as une montagne, et tu montes sur la montagne. Donc il y a des masses d'eau, et tu montes. Donc c'est comme si, quand je nage, c'est comme si je montais sur une montagne qui est pratiquement horizontale. Ça va? Voilà. Maintenant, c'est une image. Dans la vie, c'est la même chose. Il y a deux manières de faire. Imaginez qu'au lieu de regarder une masse d'eau, je regardais des boules d'eau. Chaque boule d'eau, c'est quoi? C'est les gens que tu rencontres. C'est les opportunités qu'on te crée. Maintenant, tu as deux manières de fonctionner. Soit tu vas profiter des opportunités et profiter des personnes en les projetant en arrière pour te mettre en avant. Il y a des gens comme ça. Toi, tu es nul, toi, tu es débile, toi, tu es un pauvre type. Ouais, il y a des gens comme ça. Soit tu vas monter, oui, sur chacun de manière positive, c'est-à-dire tu vas profiter des enseignements et des opportunités de rencontre que Dieu t'a données. Et tu vas avancer. C'est deux manières de nager dans la vie. Vous voyez cette idée-là ou non? Voilà. Alors maintenant, ça s'appelle, ça c'est les gens avec qui tu vas pouvoir t'accrocher et qui vont t'aider à grandir, ça s'appelle Chaverim. Maintenant, quand on dit attention, parce que Alti Traber l'Aracha, c'est-à-dire que quand tu es habillé en costard blanc, 5 minutes avant la rentrée de Shabbat, et que tu as mis ton costume blanc, ta chemise blanche, ta cravate blanche, tu as une belle barbe blanche, et tu es de peau blanche, d'accord? Ne va pas embrasser un gars qui est imbibé de goudron. C'est que le goudron, sans aucune forme de xénophobie, est noir. Le goudron est noir. Donc quand tu vas embrasser un gars qui est tombé dans du goudron, ne t'étonne pas si les gens te traitent de tâche. Ben, c'est exactement pareil. Oui. Toi, tu dois savoir que Alti Traber la Racha, parce que tu le veuilles ou non, que tu sois marié avec le rachat, associé avec le rachat, copain avec le rachat, à proximité du rachat, il y a quelque chose qui va passer. Tu ne pourras pas garder ton costard nickel. Il y aura des tâches. Des fois, c'est compliqué. Vous êtes associés, d'accord? Toi, tu es un gars sérieux, honnête, tu arrives au boulot, sérieux, et lui, il trompe sa femme, attire la rigole, les secrétaires une après l'autre, les clientes, les amis, les trucs. Vous êtes les deux dans le même business. C'est les deux qui prennent les décisions. Et lui, il amène une touma extraordinaire, et toi, tu amènes une kedusha extraordinaire. Comment on va faire? Comment on peut faire avancer un tandem quand il y en a un qui pédale pour avancer et qu'il y en a un qui freine de toutes ses forces? C'est compliqué. Ça va? Donc ça, c'est quoi l'idée? C'est chaver. Alors là aussi, c'est marqué tov. Tov, ça veut dire que tu dois avoir un chaver tov, c'est-à-dire un chaver qui soit complet. Et complet, on a compris que comme de la même manière que dans la vie, quand Dieu fait tout pour le bien, c'est aussi des choses qui apparaissent comme jolies et des choses qui apparaissent comme moches. D'accord? Parce que ça fait partie du bien, maintenant même si on ne comprend pas tout le bien, mais c'est quand même complet. De la même manière, un ami, c'est quelqu'un qui va être là dans les bons moments et dans les mauvais moments, et c'est quelqu'un que tu vas accepter quand il va faire du bien, et que tu vas le supporter quand il va faire des erreurs. Ça s'appelle Tov, Haver Tov. D'accord? Après, il vient Rabbi aussi, il dit Shachen Tov. Tu dis, mais c'est pareil, un voisin, un bon voisin et un bon ami. Shachen, le mot Shachen, ça veut dire voisin. D'accord? Mais en français, il y a un mot qui s'appelle voisin et il y a un mot qui s'appelle voisinage. Vous voyez, c'est le principe. C'est quoi le voisinage? Le voisinage, c'est pas le voisin. C'est l'espace qui englobe tous les voisins. C'est le voisinage. Maintenant, imagine, toi, tu es en train d'étudier la Torah dans ton jardin, samedi après-midi. Tu as ta Gemara et tu révises la Torah et tu es bien, tu es dans la Kedusha et tu penses au bon Dieu et tu aimes ta famille et tu essaies de survivre à la dafina que tu as mangé à midi, tu es bien. Et ton voisin, Jean-Michel Delacroix, qui est juste à côté, puisque vous n'êtes pas séparés par des murs en béton, donc il y a juste un petit peu de feuillage, lui, il est en train de griller des côtelettes de porc. Épaisses, comme ça, avec une odeur. Et le vent, malheureusement, transporte le parfum, l'odeur ou la pourriture de chez lui à chez toi. Maintenant, il n'y a pas de loi qui interdit de faire des côtelettes. Les barbecues ne sont pas interdits encore par la loi. D'accord? C'est pas dans les nuisances. Mais toi, tu dis, je suis en train d'étudier la Torah de Dieu
et je suis en train de sentir l'odeur du porc qui crie. C'est compliqué. Puis à la limite, tu pourrais peut-être même apprécier. Ça sent bon quand même. Eh ben mon cochon. D'accord. Ça c'est de l'art. Pourtant t'es pas artiste, mais ça c'est de l'art. Des fois c'est ni de l'art ni de cochon, d'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire, bon, je suis un peu dans une ambivalence. Maintenant, si tu arrives à imaginer, extraordinaire, cette capacité d'abstraction que tu as, que l'odeur du porc qui traverse le jardin, elle arrive chez toi. Ouais, tu peux pas imaginer que, je sais pas moi, tous les sites pédophiles qu'il est en train de visiter tous les soirs, ils font aussi de la fumée qui rentre chez toi. Ouais, tu peux pas imaginer que le gars qui il est en train de mettre une pression suicidaire à ses 4 enfants, que finalement il les a tous tués. Ouais, tu crois pas que cette pression-là elle crée une atmosphère de stress et d'angoisse et de mort. Tu crois pas que ça passe aussi le feuillage? Tu dis non, non, vous savez, les murs sont très épais, on a des doubles vitrages. Attends, parce que tu n'entends pas les cris, toi. Mais ça fait partie du voisinage. Donc quand la Torah t'a dit Shachen Tov, vous avez compris que le mot voisin, Shachen c'est le voisin, mais le Shachen, il n'est pas seulement le voisin, il est aussi toute l'atmosphère qui est développée autour du voisin. Toute l'énergie qui est développée autour du voisin. Comme toi-même, tu dégages une certaine énergie. Oui, on sent que tu n'as pas pris de douche. D'accord, tu dégages une énergie. D'accord. Maintenant, comment on appelle l'énergie qui est dégagée par le shachen? On appelle le voisinage. Ça va? Mais c'est quoi? On appelle ça, c'est un esprit, c'est dans l'esprit du temps. Ouais. Maintenant, comment s'appelle l'énergie qui est projetée par deux bonnes volontés dans un couple? Ouais. L'énergie qui est projetée dans une synagogue où on prie, l'énergie qui est développée entre des personnes qui étudient la Torah, on l'appelle Shechina. Et la Shechina, c'est la même racine que le mot Shachen. Donc c'est quoi la Shechina en vérité? C'est quoi? C'est un esprit. C'est un état d'esprit. Maintenant, tu peux mettre la Shechina dans ta maison. Ou tu peux mettre la Srina Tamut. Il y a des gens qui rentrent chez eux, ils ont envie de mourir. Ils savent que le mari il arrive à 8 heures, pourvu qu'il meure dans l'escalier. Hier soir, au téléphone, 1h30 avec quelqu'un. Lui, c'était le gendre. Il me raconte que le beau-père, il est un peu vieillissant. Il est devenu pourri, détestable, méchant, hargneux. La femme, elle prend des cachets parce qu'elle est en dépression d'avoir quelqu'un neuf depuis des années. La fille, qui n'arrive pas à se marier, elle ne sait plus comment faire. Elle ne veut pas laisser sa mère, elle pense qu'elle va se suicider. Et lui, personne ne peut lui faire entendre raison. Maintenant, si c'était un vrai dépressif, le problème, c'est que dehors, il est gentil, il est sympathique, il est cool. Mais à la maison, il est mortel. Elle ne sait plus quoi faire. La mère n'a pas la capacité financière d'aller habiter ailleurs. Donc, elle est condamnée à mourir sur place. L'autre, il est trop âgé, il est têtu, truc. En plus, il n'avait pas un peu étudié, donc il croit, monsieur, qu'il est intelligent. Tu sais même pas quoi faire. J'allais raccrocher et dire, tu vois le mec qui se noie et tu ne peux pas intervenir. C'est de la folie, non? Des gens qui, gratuitement, ils vont faire mourir l'autre à petit feu. Tu crois que le mec qui habite à côté, il n'entend rien? Il sent rien? T'as compris ou non? C'est-à-dire que tu crées une atmosphère dans ta maison, c'est ta maison, mais t'es fou, je vois des gens comme... Mais ils sont fous, les gens, ils sont fous. C'est ta maison. Les enfants, ils grandissent dans cette maison. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la marmite, c'est ce que tu as mis dedans. Imagine samedi matin, ta maman, elle prend la Dafina, hop, elle la trouve, elle ouvre, oh, un pneu, une clé à molette, un émincé de chambre à air, des pages de cahiers. Mais enfin, ça n'est pas possible. Enfin. Alors l'autre, il vient, il dit, tu sais, maman, je m'excuse, mais ce que tu trouves samedi matin dans la Dafina, c'est ce que tu as mis vendredi, hein? Ah bon? Oh, quelle leçon de vie, Kol Kavod. Ta marmite, c'est ta vie. Ta marmite, c'est ta maison. Ta marmite, c'est ton cerveau. Ce que tu trouves dans ta marmite, c'est ce que tu as mis dedans. Tu mets des stress, des dérèglements, des vitamines illégales, des peurs, de la flemme, de la lourdeur, du manque de respect de soi, du manque de valorisation personnelle. Je peux te dire que la Dafina, elle va être amère. C'est pour ça que tu en veux à ta mère. C'est ta mère. Alors qu'en vérité, c'est toi qui fais ta daf. Chacun, il fait sa daf. Tu peux aller acheter de la bonne viande, tu peux mettre des bonnes pommes de terre, tu peux mettre des pois chiches qui sont de qualité.
Vas-y, mets des épices qu'il faut, prends des trucs qui sont tournés, des trucs. Et tu fais ta daf. Tu fais une daf pourrie, elle est pourrie. Ne fais pas dire, oh, c'est quoi cette odeur? On a ouvert un cercueil. Non! C'est une dafina. Mais comment on a pu arriver à une telle horreur? Mais comment c'est possible? Ils ont été fouillés à Pantin, c'est pas possible. Non! C'est la dafina que tu as fait. Tu rentres chez toi à la maison, tu as la dafina que tu as fait. Tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière parce que tu vois des poitrines de femmes partout devant toi. C'est la dafina que tu as fait, Baba. C'est toi qui as fait cette dafina. Mais dans cette dafina, tu crois que l'odeur, elle va rester dedans? Elle va sortir. Ça s'appelle Shachenra. T'as compris? C'est ça le mauvais voisinage. Moi, je fais un cours sur la médecine. Je vous donne un exemple. Je fais un cours sur la médecine à Lyon, à Marseille, à Nice, à Khnada. Je signe en bas de la feuille qu'il y a 3 petits jeunes qui sont en médecine. Ils sont en médecine et qui vont venir, ils vont me dire, vous savez, Rav, on s'excuse, mais enfin ce que vous dites, ça a été clairement prouvé. Je dis, mais vous êtes en médecine? Il me dit, ouais, comment ça se fait que vous avez? Vous êtes en fac de médecine. Donc il y a des médecins qui vous enseignent. Enfin, il y a des profs de médecine qui vous enseignent. Ils vont vous dire des choses. Évidemment, ils vont vous dire que la réalité scientifique, la perception, des choses qui sont prouvables. Oui, je comprends. Mais moi, oui, j'ai pas fait médecine. Mais moi, quand j'enseigne dans un séminaire où il y a des gens qui ont écrit déjà 19 livres de médecine et qui ont fait déjà 35 ans d'enseignement de médecine et qui viennent me dire, vous êtes loin devant nous. Donc je ne vais pas discuter avec des petits gamins qui sont en première année. Donc ne crachez pas sur votre patrimoine parce que le prof, il a l'air convaincu, alors que convaincu, tout le monde sait que ça peut s'écrire en 2 mots. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas à la fac, tu reçois une certaine atmosphère. Comprenez ou non? Tu écoutes, dans la médecine, il y a des chemins. Moi, je connais des gens qui sont morts grâce à leurs médecins. Il y a des gens qui ont été sauvés grâce à des médecines parallèles. Que le médecin, il va dire, écoutez, c'est pour les chevaux. Ah bon? C'est pour les chevaux. Mais la même molécule, elle existe dans tel type d'aliment. Mais il la fabrique chimiquement. C'est normal. Parce que si tu la prends dans l'aliment, elle est gratuite. Mais si tu la prends dans le médicament, elle coûte 6 000 € la boîte. Ce qu'il a oublié de te dire, c'est qu'à part les bénéfices qui vont rentrer, il a oublié de te dire qu'en plus de ça, ça provoque un rétrécissement des veines qui entraîne un accident cardiaque après 14 ans de prise de médicaments. Ça, il ne veut pas te le dire. C'est pas marqué sur la boîte. Posologie, tu vas mourir. T'as compris ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, Hachem, il y a des chemins. Comme il y a des chemins dans la médecine, il y a des chemins dans l'enseignement, il y a des chemins dans la psychologie, il y a des chemins dans tout. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois être? Tu dois faire attention de garder ton esprit, de dire attention, tu vis dans un endroit où il y a aussi un esprit qui se balade. D'accord? Donc tu fais médecine, garde ton esprit critique. Tu étudies la Torah, garde ton esprit critique. Mais pas critique pour te débarrasser du joug qu'on te crée, parce que ça c'est de la psychiatrie. Mais critique pour essayer d'améliorer ta compréhension, c'est bien. Pourquoi pas? Pose tes questions, vas-y, pose tes questions. Les gens ne posent pas, ils disent, oh, vous savez, ils te disent, oh, vous savez, je ne voudrais pas être l'avocat du diable. Mais tu n'es pas l'avocat du diable, tu es le diable. Mais pose tes questions de diable, crée-les, pose-les. Parce que si tu dis rien, tu dis chas v'shalom, et maintenant que tu as accouché du 7e, tu commences à dire, est-ce que Dieu existe? Parce que le bébé, il s'est arrêté de vivre pendant la grossesse, ou parce que tu as perdu 19 000 €, alors tu dis, hein, je me demande si Dieu existe. Mais attends, tu as une barbe comme ça. Tes questions de diablotin, il fallait les poser à l'époque, quand tu avais ton jean et ta coupe bizarre. Mais maintenant que tu es à Hassid, tu te poses des questions. Donc il faut poser des questions, vous avez compris ou non? Et il faut avoir des réponses. Il est faux. Sinon tu vas devenir cinglé. Maintenant, si toi tu dis non, je suis dans le milieu de la yeshiva, j'ai pas besoin de poser des questions. L'autre il dit non, je suis dans le milieu de la fac, je suis la race supérieure, genre les bons ariens, j'ai pas besoin de poser des questions. Pose des questions. Pose. Moi je posais des questions. Pour ça j'ai pas pu faire beaucoup d'années de fac. Parce que je posais des questions, le prof il me dit écoute. Ça les énerve. Quel âge avez-vous? 3500 ans. Oh. Bon. Donc c'est quoi l'idée? Ça s'appelle Shachen Tov. C'est-à-dire que tu prends le bon esprit, le bon entourage et tu fonctionnes avec. Après, Rabbi Shimon, il a dit Arouet Anolad, celui qui voit l'avenir. Est-ce que je dois expliquer ça? Parce que j'ai expliqué tellement de fois. Ça veut quelque chose?
Celui qui voit l'avenir. Est-ce qu'on peut voir l'avenir? On peut le voir, on ne peut pas le voir. Vous vous rappelez l'explication, non? Non? Bon, je suis obligé de la faire. Je la fais? Je la fais? Je la fais? C'est pas pour vous. Il y a quand même des gens qui sont là depuis des années et je tiens compte quand même de la présence de chacun, bien que moi aussi je suis là. Vous en convenez aisément. Alors, aroéthanol, mais c'est pas grave, c'est du bon, c'est du solide, ça vieillit pas mal, c'est des bons enseignements. Aroéthanolate, c'est quoi aroéthanolate? Celui qui voit l'avenir. Bon, on appelle ça la capacité d'anticiper, tout ça. Bon, mais c'est un petit peu plus profond que ça. Je m'excuse pour ce soir. On fera que la Mishnah. On fera pas mieux. C'est déjà pas mal. Alors, c'est quoi aroéthanolate? Alors, il y a des notions qu'on a déjà vues, d'autres notions qu'on va découvrir ce soir. Vous savez que dans la ligne temporelle, il y a ce qu'on appelle le passé, le présent et le futur. Alors, on a déjà expliqué 1 million de fois qu'en vérité, le passé, à un moment, était un présent. Maintenant, aujourd'hui, on l'appelle passé, bien qu'il est présent, parce qu'il est passé. Maintenant, le futur, en vérité, c'est aussi un présent. Un jour, effectivement, ça sera un présent, mais pourquoi on l'appelle futur? Parce que c'est un présent à venir. C'est ça l'avenir, c'est un présent à venir. Donc en fait, le passé est un présent, le présent est un présent, et le futur est un présent. En fait, il n'y a que du présent. Maintenant, est-ce que le passé, bien qu'il était présent, maintenant qu'il est passé, est-ce qu'il est encore présent ou il n'est plus présent? Les gens disent, bah, le présent est passé, quand il est passé, il n'est plus présent, puisque c'est du passé, c'est passé. D'un autre côté, tu dis, c'est vrai, mais quand tu rencontres la même personne qui t'a traumatisé 28 ans après, malgré la thérapie, les médicaments, le temps et l'oubli, tu as les mêmes sueurs, tu as le même stress, tu as la même angoisse, comme si c'était au présent. Donc tu vois qu'en fin de compte, le passé est encore présent. Ça va? Maintenant, si le passé est encore présent malgré qu'il est passé, qui te dit que le futur n'est pas déjà présent, bien qu'il n'ait pas encore arrivé? Les gens disent, attendez, monsieur le rabbin, je m'excuse. Le passé, il a existé à un moment, donc c'est normal qu'il peut continuer à exister. Mais le futur n'a pas encore existé, alors comment je peux dire qu'il existe déjà? Oui, non? D'accord. Mais toi, quand tu es sur une échelle, tu sais ce que c'est une échelle? C'est 2 barres avec des barres transversales. Maintenant, ça s'appelle les barreaux, vulgairement. Pour tous ceux qui ont fait les études d'avocat savent qu'est-ce que c'est les barreaux, puisqu'ils sont censés éviter aux gens de passer derrière. Alors, donc, vous avez des barreaux. Maintenant, quand vous êtes sur le 15e barreau, le 20e barreau, vous savez très bien que le 3e barreau a existé, puisque vous y étiez sur le 3e barreau. Ça va? Mais quand vous êtes sur le 3e barreau et que le brouillard est très bas et que vous ne voyez pas le reste de l'échelle, vous pouvez facilement anticiper qu'il y a sûrement d'autres barreaux au-dessus. Oui, non? Donc ça veut dire qu'à l'époque du passé, le futur existait déjà. Mais tu ne le savais pas. Et si tu vas dire, non, attends, oui, il est en train de nous emmener dans un délire. Attends. Non, je vous donne l'explication. Vous savez que rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez appris ça à l'école. Maintenant, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la particule forme la réalité et ensuite elle se sépare et forme une nouvelle réalité. Toujours à partir de la même masse de particules. C'est la même masse d'atomes, seulement qu'elle se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, pour que cette masse de particules passe par une série de transformations tout en restant harmonieuse, il faut que la future structure énergétique qui va accueillir cette matière atomique, elle soit déjà préétablie. Parce que sinon, pourquoi est-ce que cette série de transformations reste harmonieuse? Donc tu es obligé de dire que la trajectoire de la particule est déjà préétablie depuis le début de la particule. Ça va? Maintenant, ce qui existe dans le futur, ça n'est pas la matière, mais c'est la structure énergétique qui va accueillir la matière. Ensuite, quand les particules vont se coller, elles vont créer cette réalité. Comme ce micro qui est en acier,
me prouve que le minerai qui le constitue a existé. Je dis pas, on a creusé au fond d'une grotte en Allemagne, on a trouvé des micros. Ben non. C'était du métal et il est devenu un micro. Là, ça va, c'est pas trop abstrait, non? Voilà. Maintenant, pour que ce micro reste un micro pendant un certain temps, ce que Einstein appelle, le Rav Albert, vous avez connu, oui, ce qu'il appelle le compte à rebours, c'est qu'à l'intérieur de la matière, il y a un compte à rebours qui va lui dire à un certain moment, tu vas rouiller, à un certain moment, tu vas te désagréger, à un certain moment, tu vas devenir autre chose. Puisque c'est pas la peine d'être croyant pour accepter que rien ne se fait, tout se transforme. Ouais. Maintenant, quand ça va se transformer en quoi? En autre chose. Cette autre chose, avant d'être autre chose, c'est quoi? Alors en hébreu, on appelle ça chomer vetsura. Chomer, c'est la matière, et tsura, c'est la forme. Maintenant, nous, en français, on appelle ça la structure énergétique de la matière. C'est-à-dire que l'objet que deviendra un jour ce micro, ouais, il est déjà sous forme de structure énergétique, mais il n'a pas encore reçu la coque physique des particules qui le constitueront. Vraiment, je n'en reviens pas de vous avoir expliqué ça dans un temps aussi record. Vous avez compris ou non? C'est comme ta famille, elle est en toi. Parce que tous les spermatozoïdes, tu les contiens. Ta femme, elle a tous les ovules. Et un jour, il y aura toute une famille. Mais avant qu'on les crée physiquement, il fallait qu'on les contienne intérieurement. Donc c'est juste un développement. C'est le développement. Tu viens avec un microfilm et moi je t'amène un album photo. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Je t'amène un petit truc comme ça, tu m'amènes un album photo. Attends, il y a 8200 photos. Attends, il pèse 19 kilos le truc. C'est possible. Ouais, c'est un microfilm. Ah d'accord. Bah toi, t'es le microfilm de ton futur. La graine, c'est le microfilm de l'arbre. Et l'instant T de la création, c'est le microfilm de 6000 ans d'histoire. Il y en a un dans le microfilm. Hein. Waouh. Ouais. Donc cette idée, c'est quoi? C'est que, en fait, le passé, le présent et le futur, c'est tout du présent. Seulement que pour qu'on puisse vivre, le bon Dieu, il a fait qu'on oublie le passé, et que pour qu'on puisse investir, il a fait qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais en vérité, c'est un présent continu. Ça va toujours? Super. Maintenant, étant donné que il est facile de vérifier statistiquement que dans les 3/4 des cas, mon présent est le fruit de mon passé. Par exemple, je n'ai rien foutu toute l'année, pendant l'année du bac, j'ai rien foutu. Et j'arrive et je ne comprends pas pourquoi le professeur, le jour du bac, donne des énoncés qui sont en russe. Écoutez, je pense qu'il y a une erreur au niveau de distribution, parce que là, l'énoncé est en russe. Il dit non, monsieur, premièrement, vous le tenez à l'envers, ce qui est déjà significatif d'un certain niveau intellectuel. Et deuxièmement, c'est que les mots, pour vous, ils sont tellement loin de votre culture que ça apparaît comme du russe. Ça va? En français, on appelle ça l'inadaptation. Maintenant, le fait de ne rien comprendre le jour du bac prouve que tu n'as rien foutu pendant toute l'année. Maintenant, tu aurais pu facilement imaginer la gueule que tu auras le jour du bac en fonction du fait que tu n'as jamais aperçu l'école. Écoutez, écoute, c'est ici. Ah bon, bah écoutez, je suis content de le savoir, puisque je suis inscrit, mais je n'ai pas eu l'occasion de venir. À plus forte raison que tu n'as pas eu l'occasion de travailler. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde son passé, il peut comprendre son présent, puisque son présent est le fruit de son passé. Attention. Si mon présent est le fruit de mon passé, et qu'en regardant mon passé, je comprends mon présent, je sais très bien qu'un jour, mon présent sera un passé. Le jour où mon futur sera présent. Ça va toujours. Maintenant, puisque je comprends mon présent en regardant mon passé, et qu'un jour mon présent sera passé parce que mon futur sera présent, il suffit que je mette mon présent au passé pour connaître mon futur. C'est QFD. Ce que fait Dieu. Vous avez compris ou non? Si vous allez dire, bon, la formule, le calcul, c'est joli, c'est intéressant, c'est poétique. Mais ça ne veut rien dire. Mettre son présent au passé, ça ne veut rien dire. Encore une fois, je te dis, c'est quoi le passé? Le passé, c'est un présent sur lequel j'ai du recul. Parce que justement, j'ai du recul. C'est comme si je vous dis, voilà, je donne 4000 € au mec qui arrive à lire cette feuille. Qui c'est qui les prend? 4000 €, tu les veux? Oui? Monsieur, moi. Tu veux, t'es prêt? 4000, t'es prêt? 4000, t'es prêt? Mais si t'arrives pas à lire, c'est toi qui me donnes 8000. Vous êtes bon en affaire? Oui, alors tiens, alors vas-y. Alors d'accord, ok. Alors 4000, 8000, d'accord, ok. C'est pas très clair, mais ok, 4000, 8000, d'accord. T'es prêt? Tiens, vas-y, lis. Non mais là, non mais là,
là je m'excuse, avec tout le respect que je dois à votre barbe, mais je peux pas lire. Je t'ai demandé de lire la feuille. Je t'ai pas dit où j'allais la mettre. Vous êtes un vicieux. Alors je t'ai dit, tu sais quoi? Comment tu vas pouvoir la lire? La seule manière, c'est de prendre du recul. Comme la cavote. Ça compris, non? Vous savez pourquoi les gens ne comprennent rien à leur vie? Parce qu'ils ne prennent pas de recul. Ils collent la feuille comme ça. C'est quand ils s'éloignent un peu qu'ils disent « Oh, mais j'avais des enfants super. Mais j'avais un mari super cool. Mais j'avais une femme extraordinaire. » Parce que tu as pris du recul. Donc le vrai problème, c'est justement... Et le passé, c'est un recul naturel. Parce que comme c'est passé, moi je vois les gens, ils ont subi des traumatismes. Bon, alors tu as perdu ta mère quand tu avais 4 ans, tes parents ont divorcé quand tu avais 6 ans, ta soeur a été agressée devant toi. Alors moi, toujours, je pose la question, je dis, mais aujourd'hui, regardez le côté fracassant, je dis, mais aujourd'hui, avec le recul, comment vous comprenez, comment vous le vivez, comment vous le gérez? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir, parce que peut-être que tu es la même personne qu'à l'époque. Mais seulement, tu as bien tout tassé dans un petit trou de ta conscience et tu te dis, grâce à Dieu, tout va bien. Et de temps en temps, il y a une émotion et ça ressort. Oh, mais c'est quoi cette odeur de cercueil? C'est tassé. Non, c'est trop tassé. Ou c'est pas assez, je ne sais pas. Ouais, il faut que tu règles ce problème. Il faut que tu règles l'histoire. Comment tu fais pour le régler? Tu prends du recul. Mais le recul, c'est pas la fuite en avant. Le recul, c'est de dire, maintenant je comprends. Maintenant je me situe par rapport à. Maintenant je gère. Maintenant je génère des énergies positives de cet événement négatif. C'est ça le recul. D'accord? Maintenant, le recul en général, au niveau temporel, il se fait de manière horizontale. Parce que comme le temps est passé, grâce à Dieu, je peux lire la feuille parce que je l'écarte. C'est pour ça qu'à 40 ans, tout le monde est obligé de mettre des lunettes. Parce que là, c'est le moment de prendre du recul. Ouais. Au moins naturel, si tu n'arrives pas à le faire intellectuel ou spirituel. Comme les gens, ils perdent leur père et en faisant le kaddish, ils font teshuva. Pourquoi? Parce que le père les a obligés à prendre du recul. Mais quel recul de dire, mais tu rigoles, il est éternel, il est éternel. Ça veut dire quoi, il est éternel? Ça veut dire, je peux rester des gamins jusqu'à la fin des temps. Mais maintenant qu'il est mort, on te dit, bon alors, David, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, bah. Donc ton père, en mourant, il t'oblige à devenir adulte. Des fois, c'est dur, il y en a qui s'accrochent, hein, qui s'accrochent à leur gaminerie. Hein. Ah non, je ne comprends pas ce que tu veux, c'est un truc. Ils sont dans un déni de grossesse, déni de deuil, déni de vie. Il y a des gens qui sont en déni de vie. Non mais, tu dois faire quelque chose, tu dois régler ton problème. Le syndrome du poisson rouge, très connu. Faites l'expérience, vous restez une demi-heure devant un aquarium et vous essayez de capter le regard fuyant du poisson rouge. Il y a des gens, ils passent leur vie à ça. Ils fuient le regard. Et à chaque fois que tu leur poses une question, ils font... C'est affolant. C'est un traumatisme, la montre. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a créé ça, mais il faut vraiment envoyer se soigner, le gars. Vous avez un bon cru ce soir. Vous n'êtes pas venu pour rien. J'étais vexé qu'il n'y avait personne au début. Je crois que le bon Dieu, il m'a dit, bon, je vais te récompenser. Alors, bon, c'est de ma faute, j'ai coupé. Alors, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Vous avez compris maintenant une chose extraordinaire. C'est que je peux comprendre mon présent en regardant mon passé. Puisque mon présent est le fruit de mon passé. Maintenant, c'est facile parce que j'ai du recul naturel sur mon passé, du fait qu'il est passé. Mais quand j'ai dit qu'il faut mettre son présent au passé pour connaître son futur, comment veux-tu que je mette le présent au passé, puisque le présent, il est présent? Il est même tellement présent que j'arrive pas à comprendre plus loin que le présent. Alors je te dis, il y a deux manières de prendre du recul. Tu peux prendre du recul au niveau horizontal, parce que la chose, elle est passée, mais tu peux prendre du recul au niveau vertical. Ça s'appelle en français la projection. Tu te projettes. Tu dis, ah bah oui, effectivement. Alors comment on appelle la capacité de se projeter en temps réel sur la vie que tu es en train de vivre? Parce que comment je peux mettre au passé mon présent? C'est impossible, je suis en train de le vivre. Ça s'appelle le moussard. Vous connaissez le moussard? Ça veut dire quelque chose? Moussard. Moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Pas du tout. Le moussard, c'est l'étude des capacités personnelles à prendre du recul sur sa vie en temps réel. Ça veut dire que, par exemple, je vous parle. Là, vous me voyez là, je vous parle. En même temps que je vous parle,
je réfléchis à ce que je dis, je maintiens une intensité existentielle dans mon discours pour vous donner des choses de valeur, donc je me concentre. En même temps, je suis la montre. En même temps, je vois vos yeux si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. En même temps, je me laisse porter à ce que bon Dieu il veut que je dise ce soir, au-delà de ce que je voudrais vous dire, il m'oblige à vous dire ce que vous devez entendre. Parce que moi, le cours, franchement, je ne l'aurais pas fait comme ça. Moi, je devais passer 5 minutes sur cette Mishnah. J'en ai encore une tonne à vous dire. Si vous voulez écouter, le cours, il s'appelle le cœur, centre de l'homme. Et dans sa version antérieure, il s'appelait La perte des élèves de Rabbi Akiva. Donc, c'est pas du tout le sujet. La Mishnah, c'est un petit morceau. Mais là, ce soir, tant pis pour vous, vous êtes tombé sur un concentré sur la Mishnah. D'accord? Chacun son mazal. Mais qu'en même temps que je vous parle, je suis obligé de m'écouter parler. Ça veut dire qu'en même temps, on va vous éduquer pendant des années à être vous-même, ouais, et en même temps, on va vous éduquer à être étranger de vous-même pour vous garder vivre. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas, par exemple, si tu ne dis pas ce que tu penses, tu as un problème, parce que tu es un cinglé. Mais si en même temps que tu dis ce que tu penses, tu n'es pas capable, par projection, de t'écouter parler pour vérifier que tu dis vraiment ce que tu penses, eh bien c'est très probable qu'à un moment ou à un autre, tu ne diras plus ce que tu penses. Donc tu es obligé d'être toi-même et obligé d'être au-dessus de toi-même pour te regarder de toi-même. Parce que la force du Yetzer Hara, c'est ce qu'on appelle une dérive du flux existentiel. Ça part de la Neshama, ça vient de quelque chose de positif, et au moment où ça rentre dans ton psychique, au lieu d'être dans une direction qui est la maîtrise de toi-même, sous l'influence positive de ton Yetzer Hara vers une réalité concrète et constructive, eh ben, il y a un laisser-aller qui fait que cette énergie elle est récupérée par le Yetzer Hara, qui fait une dérive existentielle, qui fait que tu vas dire des choses que tu ne voudrais pas dire, que tu vas faire des choses que tu ne voudrais pas faire, et que tu vas faire des choses que tu sais que tu vas les regretter, mais tu les fais quand même parce que tu vas prétexter que c'était plus fort que toi. En fait, la force du Yetzer Hara, c'est la tentation que quelqu'un en toi vive ta propre vie. Et que toi, au lieu d'être acteur, t'es spectateur. Tu dis, ouais, je sais que c'est pas bien. Ouais, je sais. Ouais. Je sais que je devrais pas. Je sais que je vais le regretter. Je sais que je comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais bon, franchement, tu vois, je dis que c'est plus fort que moi. Mais quelque part, comme les gens qui savent pas où ils sont, ça fait du bien de se laisser aller. Une espèce de confort fort. C'est vrai, c'est une espèce de phénomène de chaise roulante, de grossesse. Tu te mets dans le liquide amniotique de la connerie et tu te laisses porter. C'est chaud, c'est confortable, c'est bien. Tu vois, je réfléchis plus, je prends les choses comme elles viennent, je me laisse dériver. Tu dis, mais enfin, mais c'est ce qu'on appelle un CON. C'est ça le vrai CON. Le CON, c'est pas quelqu'un d'idiot. Forcément, il y en a beaucoup. Mais c'est surtout quelqu'un qui vit une vie décalée. Enfin, il faut assumer. T'as pris, tu rends. T'as emprunté, tu rends. Tu casses, tu payes. T'es marié, tu assumes. Tes parents, tu es à ta place. Tu es intelligent, tu réponds. T'es idiot, tu te tais. Ça s'appelle intelligent. C'est quoi bête? C'est le contraire. Ça ne te correspond pas, tu parles quand même. C'est pas ton problème, tu te mêles. Quand on t'attend, t'es jamais là. Donc c'est ça, CON. C'est ça, CON, c'est inadapté. Il faut beaucoup prier pour ne pas devenir CON. C'est une prière que j'ai commencée quand j'étais en 3e, que je continue à prier. Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas commencé à le faire. Ils n'ont même pas compris comment je... Ouais. Alors que tout le monde sait que convaincu, c'est un mot qui peut s'écrire en 2 mots. Ouais. Mais ils le vivent de manière positive. Presque tacite, pour ne pas dire autistique. D'accord? Mais c'est le contraire. Il faut dire, oh, je dois être racham roetanola, ça veut dire que je dois être capable d'anticiper. C'est quoi d'anticiper? C'est-à-dire que avec le recul, avec la capacité à m'écouter parler, à m'écouter vivre, à me regarder vivre, je sais que c'est bien, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est moi-même, je sais que c'est pas ce que je voulais faire, je sais que c'est pas ce que je dois faire. Ça, je le fais. C'est-à-dire que je suis capable de voir dans mon présent les graines de mon futur. Parce que le futur, il n'est pas là, mais la graine, elle est là. Seulement, il faut développer cette acuité intellectuelle ou cette acuité visuelle de voir la nature de la graine. C'est comme si je vais chez un marchand, je lui dis bonjour monsieur Truffaut, bonjour, je voudrais des carottes, des tomates, des concombres, des fraises, des haricots verts. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il revient, moi je m'attends à ce qu'il m'amène des cajots. Il m'amène un petit sachet. Voilà, ça fait 128 grammes, vous pouvez y aller, passez à la caisse. Je lui dis, mais attendez monsieur, je vous ai demandé des artichauts, des tomates, des concombres. Ben voilà.
Alors il m'ouvre le sachet, il dit, voyez ça, la petite graine là, ça c'est du concombre, ça c'est de la tomate, ça c'est de la... Je dis, mais je pensais que vous alliez amener des cajots. Attends monsieur, sinon vous allez au primeur. Pourquoi vous êtes venu ici? Parce que vous voulez des graines. Nous, on vous vend des graines et avec ça, vous faites votre jardin. Maintenant, lui, c'est un spécialiste. Il sait reconnaître les graines. Toi, tu ne sais pas. Maintenant, si toi, tu ne sais pas voir les graines de ton futur dans ton présent, ça, c'est du shalom, ça. Ça, c'est de la vérité. Ça, c'est de la confiance. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la haine. Ça, c'est c'est des calculs. Ça, c'est du court terme. Ça, c'est du long terme. Tu ne sais pas reconnaître les graines. Après, tu t'étonnes, tu dis, attends, mais qu'est-ce qui pousse dans mon jardin? Mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, je n'ai pas planté tout ça. Mais c'est pas possible. Rappelez-vous la règle. Tu plantes des roses, il pousse des roses. Tu plantes des orties, il pousse des orties. Tu te plantes, il n'y a rien qui pousse. Mais c'est toi qui plantes. Dans ta maison, tu plantes. Tu mets de l'amour, de la confiance, de l'intelligence, de la finesse, de la douceur, de la sainteté. Non, toi tu mets des nerfs, du mensonge, de la débauche, de la pourriture et de la pornographie. Moi tu dis, écoutez, je comprends pas, mais il y a une atmosphère bizarre à la maison. Mais tu as de la chance que c'est que bizarre. Il doit y avoir des cadavres accrochés dans les couloirs. C'est logique. Tu dis, mais c'est horrible. Mais alors les gens utilisent, mais c'est stressant, cette espèce de logique de causalité insupportable. Mais tu veux pas la causalité, il y a l'arbitraire. Tu veux l'arbitraire? T'as compris ou non? Arbitraire. T'as tiré le mauvais numéro. Tu dis, t'étais là, t'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Tu veux l'arbitraire? Non, tu veux pas l'arbitraire, tu veux la justice. Mais la justice, c'est la causalité. Quoi la causalité? Ça veut dire que tu veux me dire que... Attends, excuse-moi, là, si je saisis bien ce que tu dis, ça veut dire que les conséquences, elles viennent des causes. Mais je vais te dire pire, je vais te dire mieux. Je vais te dire même que les causes, elles génèrent des conséquences. Mais c'est très grave, ça veut dire que la vie, c'est une série de séquences. Il y a des bonnes séquences, il y a des mauvaises séquences, qu'on appelle les conséquences. Et toi, tu n'es pas prêt à assumer les conséquences alors que tu sais que tu es à l'origine des causes. Mais il faut te soigner. Donc les gens, ils génèrent des causes, et après ils sont dans le déni des causes. Et après ils se retrouvent avec des catastrophes, tu dis, mais d'où ça sort? Mais bah, tu génères. Alors ça s'appelle quoi? Être capable de voir dans le présent les graines de ton futur, ça s'appelle Roé Tanolad. C'est ça, Roé Tanolad. Donc c'est pas quelqu'un qui voit l'avenir, maintenant il est prophète, il voit apparaître des images, il a des flashs. Ouais, non, t'as pas besoin, parce qu'il est là l'avenir. Puisqu'on a dit que le présent et le passé, le futur, c'est tout du présent. Et puisqu'on a dit qu'en se projetant sur son passé, on comprend son présent. Donc on peut faire la projection à l'envers et regarder le futur à travers les graines de mon présent. C'est beau, non? Ça valait le coup de rester 3 minutes de plus. Eh bien, manque de peau, la dernière partie de la Mishnah, c'est celle que je vais développer ce soir. C'est Rabbi Eliezer Ben Arach, on va dire juste la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Leftov. Leftov, c'est quoi? C'est le cœur bon. Et Amar Lahem, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, les Tamidav, Roé Ani et Divrei Eliezer Ben Arach. Je vois, c'est-à-dire je retiens les paroles de Eliezer Ben Arach, c'est-à-dire le dernier qui a dit Leftov, le bon cœur. Chez Bichlal Devarav Divrechem. Parce qu'à travers ces paroles, il y a toutes vos paroles. Ça veut dire que dans Leftov, dans le bon cœur, il y a aussi Aïn Tova, Chaver Tov, Shachen Tov, Arouetanolad, il y a tout. Tout ce qu'on a développé, c'est à l'intérieur. Maintenant, je ne peux pas le développer maintenant. C'est-à-dire, si vous avez la curiosité de lire le premier livre, le bleu, d'accord, sur la vie, vous verrez que le chapitre de Leftov, il est à la fin du livre, parce qu'en fait, il faut 405 pages pour le développer. D'accord?